Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La chose qui rôde dans les champs. Il y a quelques semaines, les bottes de foin ont commencé à s'éloigner lentement de la maison. Chaque matin, à mon réveil, chacune d'entre elles s'était déplacée de quelques centaines de mètres par rapport à l'endroit où elles se trouvaient auparavant. J'ai supposé qu'il s'agissait de farceurs qui n'avaient rien de mieux à faire, et je l'ai donc ignoré. Au bout de quelques jours, cependant, les bottes de foin ont commencé à s'approcher des limites de la ferme. J'étais fatigué de ce jeu, et j'ai décidé de les faire reculer. Il m'a fallu 1 heure pour les transporter de l'endroit où elles se trouvaient jusqu'à la maison, et quand j'en ai eu fini, j'étais prêt à briser la nuque de la petite peste qui avait décidé de m'emmerder. Le lendemain matin, j'ai trouvé chacun de mes chevaux décapités. C'est l'odeur qui m'a réveillé. Chacun d'entre eux était affalé contre le côté de son box. Il n'y avait aucune trace des têtes. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer le désordre et à enterrer les restes. Ce n'est qu'une fois que j'eus terminé que je remarquai que les bottes de foin avaient toutes repris leur place de la veille, dispersées loin des champs. Cette fois, je les ai laissées là où elles étaient. Cette nuit-là, je me suis assis sous mon porche, mon fusil de chasse à la main et un pot de café sur la table à côté de moi. Je suis resté assis pendant des heures, le regard tendu vers les champs, pour apercevoir qui déplaçait mes bottes de foin. Finalement, j'ai commencé à m'assoupir. Je l'aurais fait, mais au moment où mes yeux commençaient à se fermer, j'ai entendu une clameur et un bruissement d'arbres provenant de la forêt voisine. Je me suis penché en avant, le cœur battant la chamade. J'allais attraper ce salaud. J'ai tâtonné avec mon arme et je me suis agité sur mon siège, attendant anxieusement que la chose s'approche suffisamment pour que je puisse lui tendre une embuscade. Ce n'est que lorsque la chose s'est approchée suffisamment pour que je puisse distinguer sa silhouette dans l'obscurité que je me suis figé. La chose qui s'était glissée dans mes champs depuis les bois voisins n'a pas semblé remarquer que j'étais assis là. Elle avançait, courbée et délibérée, à travers le champ, avec la posture d'un voleur sur la pointe des pieds. Si ce n'était le fait qu'elle devait mesurer plus de 3 mètres de haut, même dans sa position accroupie, et elle aurait pu sembler presque frêle. La maigreur de ses bras et de ses jambes et l'aspect décharné de sa poitrine m'ont fait penser à un animal affamé. Pourtant, cette chose était indéniablement forte. Et je l'ai vue hisser chaque botte dans ses bras avec aisance, et la déposer avec précaution un peu plus loin, ne faisant que quelques enjambées pour parcourir la distance. Je l'ai regardé travailler, déplaçant chaque botte de foin de manière réfléchie. De temps en temps, la créature se redressait pour regarder la position des autres bottes de foin dans le champ, avant d'ajuster légèrement celle sur laquelle elle travaillait. Avant de partir, la créature a regardé vers la maison. J'ai senti ses yeux me balayer dans l'obscurité, mais je n'ai pas pu savoir si elle m'avait vu ou non. Puis, elle s'est retournée silencieusement et a repris son chemin, disparaissant dans l'obscurité des bois. Il me fallut 1 heure avant d'avoir le courage de bouger. Au bout d'un moment, je suis rentré à l'intérieur, mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ce n'est qu'au lever du soleil que j'ai osé sortir de mon porche pour aller dans les champs. Les bottes de foin étaient là où la créature les avait laissées. Étrangement, elle ne les a pas déplacées aussi loin qu'elle l'avait fait les jours précédents. Les bottes s'approchaient de quelque chose d'invisible dans les champs, et en les regardant, je me suis rendu compte qu'elles semblaient marquer une ligne. En effet, en faisant le tour de la maison, j'ai vu le cercle distinct qu'elle formait avec moi au centre. Au début, j'ai pensé que les bottes étaient simplement déplacées au hasard loin de la maison. Mais maintenant, je pouvais voir qu'elles étaient plutôt déplacées vers une certaine limite. La chose m'envoyait un message. Je dormis mal cette nuit-là,
mais seulement parce que j'étais épuisé. Le lendemain matin, les bottes n'avaient pas bougé du tout. En fait, elles n'ont pas bougé du tout pendant le reste de la semaine. Elles étaient enfin là où la chose voulait qu'elles soient. Je me suis rendu malade en essayant de les interpréter. Pourquoi cette chose dépensait-elle tant d'énergie pour déplacer mes bottes de foin et me menaçait-elle d'une telle violence si j'essayais de m'interposer? Tuer mes chevaux n'était qu'une menace. Une menace intelligente qui plus est. La créature savait ce qui me ferait peur et elle savait que je comprendrais les implications. Un matin, le bruit d'une voiture sur la route menant à ma ferme m'a donné un petit coup de fouet. J'avais prévu d'abandonner la ferme depuis que j'avais vu cette chose, mais je ne pouvais pas espérer partir à pied sans risquer qu'elle me traite comme mes chevaux. Mais si je pouvais monter dans la voiture avec la personne qui venait vers moi, je pourrais peut-être m'échapper avant qu'elle ne m'arrête. Je ne savais pas qui c'était et je m'en fichais. J'avais décidé qu'au moment où la personne arrêterait la voiture, je sauterais sur le siège du passager et demanderais illico à la personne de m'emmener loin d'ici. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. La voiture avançait lentement sur la route, trébuchant sur le sol inégal. Je la pressais silencieusement de se dépêcher. C'est lorsqu'elle est passée entre les deux bottes placées de chaque côté de la route que j'ai commencé à entendre un bruit sourd provenant de la forêt. La chose surgit brusquement d'entre les arbres, sprintant sur ses 4 terribles membres dégingandés en direction de la voiture. En quelques secondes, elle était là, bondissant sur la voiture comme un chat prédateur. En quelques instants, la créature s'est mise à découper la carcasse en acier du véhicule pour s'attaquer au conducteur. L'homme, quel qu'il soit, criait pendant tout ce temps, et je pouvais l'entendre même avec le craquement du métal et l'éclatement du verre. Ce n'est que lorsque la chose l'a écrasé négligemment dans sa main que les cris ont cessé. Elle le jeta au loin et se redressa pour me regarder à nouveau. À la lumière du soleil, je pouvais voir l'inhumanité de la chose. Elle était entièrement composée de quelque chose d'horrible et de vivant qui étaient attachés ensemble dans un semblant désordonné de forme humaine. La chose s'est retirée dans les bois et je suis resté sous le choc. Mes yeux se sont portés sur la voiture dont le moteur crachotait encore entre 2 bottes de foin. Soudain, j'ai compris. Le message était clair. Je suis captif de cette chose et je n'ai pas le droit de lui rendre visite. Rien ne peut franchir les frontières qu'elle a établies. Je suis piégé ici par la chose qui rôde dans les champs, et elle n'exige rien d'autre que de ne jamais partir. Pourtant, je ne sais pas si je supporterai d'être le canari de cette chose. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, depuis que je l'ai vu écraser la poitrine de cet homme et le réduire au silence avant qu'il n'ait pu terminer son cri. Si je franchis la frontière des bottes de foin, la créature fera probablement la même chose avec moi. Elle me fracasserait le crâne avant que je puisse lever les mains pour me protéger. Elle partirait à la recherche d'un nouvel animal et continuerait probablement à chercher jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui pourrait supporter de savoir qu'elle attend juste à l'extérieur, l'observant à toute heure avec ses yeux brillants d'insecte. J'ai bien réfléchi ces derniers jours et je pense que je vais peut-être m'enfuir. Vous n'avez pas peur. Cher vous, à l'angle de Winter et Broad, il y a une maison abandonnée. Entrez dans cette maison. La porte d'entrée est fermée, mais non verrouillée. Personne ne vit à l'intérieur. Même les sans-abri n'oseraient pas rester plus d'une nuit dans un tel endroit. Quand vous entrerez, vous entendrez des chuchotements. N'écoutez pas ce qu'ils disent, car ils n'ont pas seulement le sens des mots. Les voix disent des choses que votre cœur redoute. Des choses comme « Je peux te voir, j'entends tes pensées dans mon esprit, je vais utiliser tes secrets pour ruiner ta vie. Plus tu resteras ici,
plus j'en saurai. Cela ne semble peut-être pas convaincant maintenant, je veux dire. Pourquoi écouter des petites voix désincarnées arrogantes, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'avez pas peur. Non. Ignorez les voix. Il y aura une lampe allumée à l'intérieur. Elle est toujours allumée. Vous ne devez donc pas vous inquiéter de ne pas pouvoir voir. La pièce à l'intérieur est laissée telle qu'elle était. La table est toujours dressée pour un repas. Il y a toujours 6 couverts, 6 assiettes et 6 serviettes bien pliées à intervalles réguliers autour de la table. La chaise en bout de table est toujours de travers, comme si quelqu'un s'était levé et avait quitté la pièce précipitamment. De vieilles enveloppes, adressées au maître de maison, reposent dans la cheminée et attendent d'être allumées. Il y a encore 2 grandes bougies branchées sur leurs bâtons, à peine utilisées, avec des gouttelettes de cire paralysées le long de leurs côtés. Leur mèche noircie mais encore longue. Il y a encore un camion jouet d'enfant couché sur le côté sur l'élégant tapis oriental, et un exemplaire de Little Women est étalé sur le coussin du fauteuil, replié au niveau de la colonne vertébrale. Les lunettes de lecture de quelqu'un sont posées à l'envers sur un journal datant d'août 1923, et 2 larges aiguilles jaunes sont emmêlées dans la manche d'un pull. C'est comme si les gens qui ont vécu ici étaient simplement absents et pourraient rentrer d'une minute à l'autre. Vous ne le penseriez peut-être pas si vous entriez dans la cuisine, ce que je vous déconseille. Mais vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Ne tenez pas compte des voix. Ne tenez pas compte de l'état de ce qui fut un jour la maison de quelqu'un. N'allez pas dans la cuisine, non. Prenez les escaliers. Faites attention, car le propriétaire du jouet camion du premier étage a peut-être laissé 1 ou 2 de ses blocs de construction. L'un portant la lettre cramoisie A, l'autre la lettre viridienne G, sur l'une des marches. Montez jusqu'en haut de l'escalier, où vous passerez devant la fenêtre en contournant la rampe et en faisant face au couloir. N'ouvrez pas le rideau de velours bordeaux, même si vous remarquez les pointes de chaussures qui dépassent d'en bas. Non, il ne faut surtout pas en tenir compte. Ce n'est pas que vous ayez peur, il n'y a pas vraiment de vue de toute façon. Les voix continueront à vous chuchoter leurs menaces farfelues, mais vous devez simplement avancer dans le couloir. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder par la première porte de votre droite. Elle sera entr'ouverte. Il s'agit d'une petite chambre avec un lit jumeau défait, 2 bibliothèques et un petit bureau sur lequel se trouve une machine à écrire. Le début d'une thèse sur la Grande Guerre se trouve peut-être encore dans l'arbre. Un petit réveil qui, si on le tourne 2 fois, est réglé sur 7h30, trône sur la table de chevet et tous les vêtements de l'armoire sont méticuleusement accrochés, côte à côte, comme des soldats en uniforme. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est tout de même mieux que si vous ouvriez la porte sur votre gauche. Celle où de larges lettres de bois sont clouées à la porte et indiquent « Sam ». Je ne vous suggère pas non plus, alors que vous faites un pas ou 2 dans le couloir, d'ouvrir la porte de droite avec ses propres lettres en bois, délicates et en italique, où l'on peut lire « Bess ». La porte en face de la chambre de Bess est la salle de bain, que vous pourriez utiliser si vous ne pouviez absolument pas réprimer votre vessie plus longtemps, et si cela ne vous dérangeait pas de faire vos besoins pendant que des voix vous chuchotent des absurdités à l'oreille. Mais ne tirez pas sur le rideau de douche pour jeter un coup d'œil dans la baignoire à pied. Ce n'est pas que vous ayez peur. Il vaut mieux continuer à avancer. Vous pourriez jeter un coup d'œil à la dernière porte à gauche, mais vous n'y trouveriez qu'un grand lit à baldaquin et un miroir de courtoisie vintage avec quelques perles éparpillées sur le sol. Ne regardez pas dans le placard. Non pas que vous ayez peur, et vous n'avez pas peur non plus d'ouvrir la dernière porte à droite. C'est mieux si vous ne le faites pas. Vous ne voudriez pas voir qui est assis dans le rocking chair au fond de la pièce, entre une table à repasser et un autre poster. Il vaut mieux ne pas regarder. Et les voix continueront à vous chuchoter des choses si étranges. Mais comme je sais que vous n'avez pas peur, je sais que vous continuerez jusqu'à la porte qui se trouve tout au bout du couloir. Oui, la noire. Ouvrez cette porte et les voix chuchotantes se tairont.
Une fois la porte franchie, vous serez accueilli par un mur d'ombre. Les voix ont été réduites au silence pour laisser place au rire profond que vous entendrez dans la pièce. Cependant, je vous promets que ce n'est que pour vous dissuader. Mais je sais que vous ne vous découragez pas, car vous n'avez pas peur. Vous vous avancerez courageusement dans l'obscurité sans hésitation. Le rai de lumière du couloir ne vous offrira qu'une vision très limitée, mais vous montrez quand même la première marche, puis la deuxième, et la troisième. À chaque pas, le ricanement devient de plus en plus audible. Au début, il semblera provenir du haut de l'escalier. Mais une fois que vous l'aurez atteint, vous aurez l'impression qu'il est devant vous. Pourtant, je sais que vous n'avez pas peur. Vous ne tiendrez pas compte de cette voix, comme vous l'avez fait pour toutes les voix précédentes. Le propriétaire de cette voix gloussante donnera toujours l'impression d'être juste devant vous, mais en vérité, il est tout aussi éthéré que les autres voix de la maison. Parfois, la voix est distante, comme si elle faisait les 100 pas dans la pièce. Parfois, elle est si proche que si vous ne connaissiez pas votre propre voix, vous pourriez penser que vous êtes vous-même le ricaneur. Mais vous n'avez pas peur. Ignorez simplement la voix. Même si vos mains tâtonnent dans l'obscurité contre des bureaux et des boîtes, les vieux meubles et les jouets, vous avancerez avec diligence. À un moment donné, vos mains trouveront peut-être la taille d'une robe qui appartenait autrefois à la maîtresse de maison. Si vous suivez sa forme délicate jusqu'à l'épaule gauche, vous trouverez une petite chaîne suspendue juste au-dessus. Ne tirez pas sur cette chaîne, elle allume la lumière. Si vous le faites, la voix gloussante ne restera pas désincarnée, et vous ne voulez pas rencontrer la propriétaire. Ce n'est pas que vous ayez peur. Vous devez continuer à chercher la boîte de plomb dans l'obscurité. Vous la reconnaîtrez à la froideur du métal sur votre peau. Vous remarquerez alors que le ricaneur semble avoir régressé à l'autre bout de la pièce. Vous devez ouvrir cette boîte car vous y trouverez la clé. Dès que vous l'aurez, vous pourrez quitter le grenier. Le ricaneur se précipitera derrière vous en riant de façon hystérique et vous devrez vous échapper du grenier avant de sentir ses mains sur vous. N'hésitez pas à claquer la porte derrière vous et à utiliser le loquet situé sous la poignée pour enfermer le ricaneur à l'intérieur. En vous retournant, vous verrez que toutes les portes qui étaient fermées sont maintenant ouvertes et que les chaussures sous le rideau ont tout simplement disparu. Vous avez réveillé la famille et elle se lève de son lit dans chacune des 6 pièces que vous avez traversées. Vous devez être rapide. Fermez chacune des portes aussi vite que possible, y compris la première que vous avez vue, et verrouillez-les comme vous l'avez fait pour le grenier. Ils frapperont le bois des portes de l'intérieur, mais ils ne pourront pas passer à travers. Si vous y parvenez à temps, c'est que vous avez bien travaillé. Je sais que vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas peur. Maintenant que vous avez la clé, que les chairs disparues ont été enfermées à l'intérieur de leur chambre, vous pouvez à nouveau descendre. Les voix chuchotantes sont de retour, mais elles sont encore plus inflexibles qu'avant. Elles vous siffleront furieusement, abandonnant leurs menaces et choisissant plutôt de vous insulter grossièrement. Mais vous devez toujours les ignorer. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous n'aviez pas peur, et vous n'avez pas peur non plus maintenant. Lorsque vous redescendrez, vous devrez aller dans la cuisine. Il n'y a rien de plus à y trouver, vous l'avez enfermé dans sa chambre à l'étage. De l'autre côté, vous verrez une porte, identique à celle par laquelle vous avez découvert le grenier. Par cette porte, vous découvrirez des escaliers qui descendent. L'interrupteur se trouve à votre gauche et vous pouvez l'allumer car il n'y a pas de glousseur dans la cave. Entrez et fermez la porte derrière vous. Vous devez suivre les escaliers et traverser jusqu'à l'autre côté de la pièce. Il n'y a pas grand-chose dans la cave, surtout des pelles, un râteau et d'autres outils de jardinage. Le sol est en terre battue et il y a une cloison qui mène à l'extérieur. C'est votre sortie, mais elle est ancienne. La porte ne s'ouvrira pas facilement. Vous entendrez les coups continuer à l'étage. Pourtant, vous n'avez pas peur. Au fond du sous-sol, à l'opposé de l'entrée, il y a un mur apparemment vide, mais vous trouverez une brique détachée à la hauteur des yeux d'une personne d'environ 1,75 m. Retirez-la
et vous devriez pouvoir en retirer d'autres par la suite. Lorsque vous en aurez retiré suffisamment, vous trouverez la trappe. La trappe peut être ouverte avec la clé. Cependant, le temps que vous trouviez la trappe, j'imagine que la famille aura trouvé le moyen de sortir de sa chambre. Mais vous n'avez pas peur. Il se peut que des bruits de pas retentissent dans la maison lorsque la famille partira à votre recherche. Il y a peu d'endroits où vous pourrez les trouver, alors vous avez intérêt à faire vite. Ouvrez la trappe avec la clé et vous trouverez le coffre-fort à l'intérieur. La combinaison et la date du journal qui se trouvait dans le salon à l'étage. Vous devez tourner le cadran même s'il devient évident que la famille a découvert où vous êtes. Ils frapperont à la porte du sous-sol et celle-ci ne tiendra pas longtemps. Pourtant, je sais que vous n'aurez pas peur. Une fois le coffre ouvert, vous trouverez la mallette. Ne prenez pas la peine de l'ouvrir, car la famille est sur le point de vous trouver. Il est possible qu'ils aient déjà franchi la porte. Prenez la mallette et courez jusqu'à la cloison. Déplacez la barre de verrouillage sur le côté. Utilisez votre force, car elle est probablement rouillée. Poussez de toutes vos forces pour ouvrir les portes de la cloison et sortez dans la nuit. La famille sera probablement sur vos talons. Mais si vous courez de toutes vos forces, ils ne vous rattraperont pas. Courez à travers les bâtiments environnants et perdez-les de vue. Trouvez un endroit où vous cachez. Quoi que vous fassiez, échappez-leur et ne perdez pas la mallette. Même lorsque Bess s'avancera, la blessure à la poitrine faisant couler le sang à travers sa robe rose, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux de ne pas avoir ouvert la porte de Bess ? Même si Sam se dandine vers l'avant, sa cage thoracique affaissée, forçant le liquide gastrique à s'écouler de sa bouche, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux d'avoir passé sa porte aussi ? Même si votre mère se précipite après vous, la bosse dans son crâne causée par le hachoir pulsant, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux de ne pas être entré dans la cuisine ? Même si grand-père se précipite sur vous, le verre qui dépasse de son torse formant une ligne écarlate autour de sa taille, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux de ne pas avoir écarté le rideau ? Même lorsque l'oncle Jonathan vous poursuivra, trempé dans l'eau et la gorge tranchée par l'âge, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas content de ne pas avoir regardé dans la baignoire ? Même si papa vous poursuit, les bleus des perles et les brûlures de sa cravate dans l'échancrure de son cou rendant sa peau écailleuse même dans la lumière tamisée, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas content d'avoir laissé la porte du placard fermée ? Même si votre grand-mère vous poursuit, les membres désarticulés et l'estomac émacié parce qu'on l'a laissé mourir de faim, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux de ne pas être entré dans la dernière chambre ? Et même si le dernier homme qui a essayé de tenter ce que vous réussirez sûrement à accomplir se précipite vers vous, les yeux enfoncés et les cheveux blancs, ses côtes visibles même à travers ses haillons en lambeaux, riant encore comme s'il avait entendu la meilleure blague du monde, Dieu seul sait s'il est mort de peur ou de folie, eh bien vous n'aurez toujours pas peur. C'est ce que je sais. Vous courrez jusqu'à ce qu'il soit loin derrière vous. Puis, vous vous cacherez et vous attendrez 1 heure. Une fois que vous serez sûr qu'ils sont partis, vous trouverez le chemin de la maison. Je sais que vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas peur. À la maison, vous devrez ouvrir le porte-document. Vous constaterez qu'il est également muni d'une serrure à combinaison, mais il s'agit simplement de l'adresse de la maison. Si vous n'avez pas pensé à regarder, vous devrez peut-être retourner à la maison la nuit suivante. Je sais que vous le feriez parce que vous n'avez pas peur. Une fois que vous aurez trouvé l'adresse et que vous aurez ouvert la mallette, vous trouverez ce que je vous ai envoyé chercher et la raison de tous ces ennuis. C'est l'acte de propriété de la maison. La ville ne peut pas démolir la maison sans ce document. Faites attention, car il a plus de 100 ans. Apportez-le à la ville et demandez-leur de démolir la maison. Une fois pour toutes, ma famille pourra se reposer, et peut-être que cela constituera un repentir adéquat pour ce que je leur ai fait il y a toutes ces années. Si vous obtenez de la ville qu'elle démolisse la maison, les corps de ma famille seront enterrés dans les décombres, enfin en paix. Sinon,
Vous avez laissé la porte d'entrée ouverte, n'est-ce pas? J'espère sincèrement que personne d'autre n'entrera dans cette maison par hasard. Mais cela n'a rien à voir avec vous. Et de toute façon, ils n'ont rien à craindre, n'est-ce pas? J'ai creusé une tombe pour 10 000 euros. J'ai terminé mes études secondaires il y a quelques années. Je vis toujours chez mes parents, mais j'utilise cette période à mon avantage. Ils ont la gentillesse de ne pas me faire payer de loyer, ce qui me permet d'économiser presque chaque centime que je gagne. J'espère pouvoir un jour créer une petite entreprise légitime et emménager dans mon propre appartement. Vous savez, le rêve américain. Aux grandes dames de mes parents, je n'ai pas d'emploi stable. Je préfère être bricoleur et être mon propre patron. J'achète et je revends des choses en ligne et j'accepte des petits boulots ici et là pour compléter mes revenus. Grâce aux médias sociaux et à Craigslist, je peux régulièrement tondre des pelouses au printemps et en été, ratisser des feuilles en automne et pelleter des allées en hiver. À terme, j'aurai assez d'argent pour m'acheter une voiture décente et toucher des clients en dehors de la ville, et peut-être même embaucher quelques laquais. Ce que je souhaite partager avec vous, cependant, c'est un incident qui s'est produit il y a presque 2 ans. Un incident qui me tient encore en haleine aujourd'hui. Au cours de ma première année d'activité, j'ai lancé un service de livraison de fleurs. Selon la saison, je cueillais des fleurs en ville ou les achetais au fleuriste local, puis je les livrais à la personne choisie par mon client. Même si ce n'était pas mon service le plus populaire, il me rapportait beaucoup d'argent. Vous seriez surpris de voir combien les gens sont prêts à payer pour courtiser un être cher avec des plantes. Pendant tout le temps où j'ai transporté des fleurs d'une personne à l'autre, je n'ai jamais eu qu'un seul habitué. Il s'appelait Red et était absolument amoureux de sa petite amie, Clara. Une fois par mois, je livrais une douzaine de roses à l'hôtel local où elle travaillait. J'avais beau y aller avec le même bouquet, elle était toujours surprise et ravie. Ils avaient vraiment quelque chose de spécial, ces deux-là, et j'étais heureux de faire partie de leur vie, au moins d'une certaine manière. Mais le mois de février est arrivé. Même si c'est mon petit boulot le moins populaire, je gagne un peu de terrain pendant la saison de la Saint-Valentin. En plus des clients supplémentaires, Red se met en 4 et me fait livrer 3 bouquets la semaine précédant la fête. Entre ces livraisons et mes services habituels, le mois de février me donne beaucoup de fil à retordre. Cette semaine de la Saint-Valentin a été un peu différente. Le jour J approchait et je n'avais pas reçu une seule commande de Red. En général, je ne m'attache pas à mes clients, mais j'aimais bien Red et Clara. C'est pourquoi j'ai décidé de le contacter. J'ai essayé de l'appeler, mais en vain. Rien que des tonalités et une boîte vocale. J'ai pensé à me rendre à l'hôtel pour interroger Clara, mais cela aurait empiété sur le reste du travail que j'avais prévu pour la journée. En l'absence d'options viables, j'ai simplement poursuivi ma journée en gardant un état d'esprit positif. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais j'étais sûr qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le lendemain, Red a rappelé. Il allait bien, mais il voulait me parler de quelque chose. De toutes les conversations téléphoniques que j'ai eues, celle-là est la plus étrange. Red n'avait pas commandé de fleurs parce qu'il s'apprêtait à poser la question à Clara. Il voulait que l'absence de cadeau cette semaine-là la laisse perplexe et la prenne ensuite complètement au dépourvu le jour de la Saint-Valentin en lui demandant sa main. J'étais heureux pour eux, mais c'est alors que la conversation a pris une tournure inattendue. Red n'avait pas de bague. Il était riche et pouvait s'offrir tous les bijoux qu'il voulait, mais pas n'importe quelle bague de fiançailles. Il voulait la bague de sa mère, celle avec laquelle son père l'avait demandé en mariage. C'était la seule qu'il jugeait appropriée, la seule qui méritait d'être enroulée autour de son doigt. Il n'y avait qu'un seul problème, sa mère était enterrée avec. Puis vint la partie la plus étrange. Red m'a proposé 10 000 euros en liquide pour que je creuse la tombe de sa mère et que je récupère la bague de son doigt mort. Il a dit qu'il le ferait lui-même mais qu'il n'en avait pas le courage. Il ne pouvait pas se résoudre à profaner sa tombe de la sorte.
Il n'était pas non plus très à l'aise avec le fait que je le fasse, mais il pensait vraiment que c'était la seule façon de faire sa demande en mariage à son grand amour. Je l'ai supplié, vraiment. Je lui ai demandé d'aller dans une bijouterie digne de ce nom. Les femmes adorent les bagues brillantes et étincelantes. Mais hélas, il n'en démordait pas. Et que ce soit l'attrait de l'argent que je pourrais utiliser pour développer mon entreprise, ou le désir d'aider un ami désespéré dans le besoin, j'ai accepté le travail à contre-cœur. Je ne vais pas chercher d'excuses. Je sais que vous pensez que je suis fou de l'avoir fait, et c'est certainement le cas. Je le sais maintenant, et je le savais aussi à l'époque. Mais vous est-il déjà arrivé, en repensant à ce que vous avez fait dans le passé, de vous demander « Mais à quoi ai-je bien pu penser ?» Eh bien, c'est l'un de ces moments pour moi. Et on a beau essayer, on ne peut pas revenir en arrière et changer les conneries qu'on a faites. C'est une chose avec laquelle je vais devoir vivre. Sous la lumière de la pleine lune, je me suis rendu au cimetière à vélo. Même si la pelle qui dépassait de mon sac paraissait très visible, j'ai réussi à faire le trajet sans problème. Après avoir franchi les grilles noires de l'entrée, j'ai posé mon vélo et je suis parti à pied. Le cimetière était envahi par un froid d'hiver et un silence inquiétant. Mes pas traversaient l'air vif de la nuit, créant des échos qui dansaient d'une pierre tombale à l'autre. Je me retournais de temps en temps en me disant que c'était pour vérifier si des voitures passaient. Mais en réalité, j'avais peur des fantômes qui se cachaient dans l'ombre. Je n'y ai jamais vraiment cru, mais être entouré de centaines de cadavres enterrés au milieu de la nuit peut faire un certain nombre de dégâts sur votre psychisme. De plus en plus nerveux à chaque instant, je me dirigeais vers le fond du cimetière en toute hâte. Mon pas pressé fut bientôt entravé par un nouveau tas de marbre blanc, sur lequel était gravé le nom Abigail Grovewood, dans une police de caractère d'une élégance stupéfiante. C'était bien ça. C'était la mère de Red, là où il avait dit qu'elle serait. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Dans l'espoir de sauver au moins un peu la face, je dirais qu'à ce moment-là, ce que j'étais en train de faire me paraissait profondément répréhensible d'un point de vue moral. J'étais sur le point de vandaliser et de voler la tombe d'une inconnue décédée. Elle ne méritait pas cela, et je le savais très bien. Comment pourrais-je vivre avec moi-même en sachant que j'ai perturbé son sommeil paisible ? La réponse à cette question était simple, avec 10 000 € en poche. J'étais allé trop loin pour faire marche arrière, et j'ai bêtement pensé que c'était le meilleur moyen de poursuivre mes efforts financiers. Ah putain, que Dieu ait pitié de mon âme. L'ensemble du processus n'a pris environ que 6h30, soit un peu moins de temps que prévu. Je suppose que le fait de pelleter des allées chaque année m'a préparé à ce moment crucial, mais étrange, de ma vie. Une fois que tout a été dit et fait, j'ai regardé le cercueil en dessous et j'ai haleté abondamment. Malgré mon épuisement total, je n'avais pas de temps à perdre. Le jour allait se lever et je devais me tirer d'affaire avant qu'il ne recouvre le pays des morts. Vu l'étroitesse du trou, il était impossible d'ouvrir le cercueil par des moyens conventionnels. Pour ajouter l'insulte à la blessure de la pauvre Abigail, j'ai dû utiliser ma pelle pour briser l'étroitesse de son lit de mort. Finalement, j'ai profané tout le couvercle, ce qui m'a permis de récupérer l'anneau, quelle que soit la main sur laquelle il se trouvait. La victoire était à portée de main. Avant de prendre mon prix, j'ai regardé la femme que je m'apprêtais à voler. La vue de son cadavre était grotesque. Elle n'avait été enterrée que depuis environ 1 an, et sa chair n'était donc pas entièrement complètement décomposée. Elle reposait sur sa peau comme de la pâte sur un pilon mal cuit. Pour couronner le tout, des asticots rampaient sur chaque centimètre carré de sa surface. C'était écœurant. Alors que j'étais sur le point de dépasser les insectes mangeurs de chair et d'attraper la main d'Abigail, quelque chose de fou s'est produit. Il faisait sombre, c'est certain, mais je jure que je l'ai vu commencer à se redresser dans sa tombe. Le mouvement était subtil, mais suffisant pour que je le remarque. J'ai été surpris, mais il a fallu quelques secondes pour que je prenne conscience de la gravité de la situation. Lorsque cela a été le cas, j'ai été partiellement effrayé que j'ai quitté les lieux sans hésiter. Voilà l'essentiel de mon aventure nocturne.
C'est un peu bidon, non? Je me suis donné tout ce mal pour me dégonfler à la dernière minute. C'est pathétique, je sais, mais vous n'étiez pas là pour le vivre. En sortant du trou, j'ai cru sentir quelque chose frôler ma cheville. Peut-être les mains fragiles d'Abigail qui tentaient de me tirer vers la mort. En courant vers mon vélo, je l'ai imaginé sortant de sa tombe terrestre en me poursuivant sur la route jusqu'à ce que je sois inévitablement capturé. Ce fut la nuit la plus effrayante de ma vie. J'étais mort de peur et je me souciais ni de Red ni des 10 000 euros. Je voulais juste me tirer de là. Bien sûr, en arrivant à la maison, la logique s'est imposée et j'ai réalisé l'erreur de ma démarche. Il était tout à fait possible qu'Abigail soit aussi immobile qu'une pierre, et je pense seulement l'avoir vue bouger. Ce que j'ai senti contre ma cheville était plus que probablement des asticots qui rampaient le long de la jambe de mon pantalon. Ce que j'ai senti contre ma cheville était plus que probablement des asticots qui rampaient le long de ma jambe. J'avais laissé l'atmosphère sinistre du cimetière prendre le dessus sur moi, et j'avais perdu 10 000 putains d'euros et un bon ami. Mais ce n'était qu'une question de chance. J'ai failli y retourner, mais le soleil commençait à se lever. Je ne pouvais pas risquer d'être repéré et d'aller en prison, même si c'était une issue probable de toute façon. J'ai préféré m'apitoyer sur mon sort et ignorer les appels de Red pendant quelques jours. Très vite, mon vol raté a fait la une des journaux. Mais voilà, lorsque la police a découvert mon travail, quelque chose n'allait pas du tout. Le cercueil d'Abigail était vide. SS Yongala. Les eaux tropicales sont chaudes, même pour une plongée de nuit. Mais David porte toujours une combinaison. Il allume la caméra vidéo fixée à son masque, puis appuie sur le bouton de démarrage de sa montre bracelet étanche. 7000 s'affiche en noir sur un fond gris foncé, puis 6959, 6958, 6957. Le compte à rebours a commencé. Il serra le masque de plongée contre son visage et plongea dans l'eau pour 110 minutes. La lueur de la lune décroissante disparaît en quelques secondes, trop faible pour pénétrer les eaux profondes de la mer. L'excitation de David était renforcée par l'obscurité qui régnait. Les fantômes sont toujours plus actifs la nuit. Le temps s'est arrêté sous la surface de l'eau où les ténèbres s'étendent à l'infini dans toutes les directions. Des bulles s'échappent du masque de David lorsqu'il expire, jetant un dernier coup d'œil au fond de son bateau. Il éclaira le vide sous ses pieds à l'aide d'une lampe de poche. Ce qu'il cherchait se trouvait dans l'obscurité, des dizaines de mètres plus bas sur le fond marin, et il était temps d'entamer sa descente. David soulagea continuellement la pression sur ses tympans, tandis qu'il s'enfonçait dans la brume sombre et bleutée. Il ne lui faut que quelques secondes pour atteindre une profondeur de 10 mètres. S'il avait visé juste, le pont du SS Yongala aurait dû être visible en dessous de lui, mais il n'y avait que du bleu dans toutes les directions. Il nage en faisant de petits zigzags, attendant que le bateau fantôme émerge de l'obscurité. Quelque chose heurta la jambe de David. Il laissa tomber la lampe de poche et se tourna vers la caresse froide pour voir une ombre sombre se profiler à côté de lui. Les yeux écarquillés et effrayés, il essaya de crier, faisant jaillir le régulateur de sa bouche tout en donnant de violents coups de pied pour échapper à la créature. Alors que l'ombre s'éloignait, David regarda dans l'obscurité après elle. Derrière lui, devant, au-dessus, en dessous. Elle pouvait être n'importe où. Il sentit une brûlure dans ses poumons et la panique augmenta. Le bras droit tendu vers le haut, il cherche le régulateur et se heurte finalement à un long tuyau qu'il porte à ses lèvres. De l'eau salée envahit sa bouche, tandis qu'il appuie sur le robinet de purge avant de prendre une inspiration salvatrice. Frissonnant de peur, David récupéra la lampe de poche de son long cordon et la pointa dans l'obscurité. Un énorme mérou planait à quelques mètres, enquêtant sur l'envahisseur de son territoire. Les muscles de David se détendent.
Non seulement ce gros poisson était inoffensif, mais c'était aussi le signe qu'il était proche du récif artificiel créé par l'épave du Yongala. Il suivit le poisson, qui se déplaçait lentement, balayant sa lampe de poche d'un mouvement de va-et-vient sous lui. 57 minutes 18 secondes. Un frisson parcourut l'échine de David lorsqu'une forme énorme se matérialisa dans le vide. Les restes creux du majestueux navire de passagers se dressaient devant lui, dissimulés dans les coraux et les ombres. Le lieu de sépulture des 122 âmes perdues en mer il y a plus de 100 ans. David vérifie la caméra à spectre complet, l'enregistreur de PVE et l'appareil de mesure des champs électromagnétiques qu'il porte à la ceinture. La sensation familière d'adrénaline coule dans ses veines, le poussant à aller de l'avant. C'est pour cela qu'il est venu. David nagea sur le squelette incrusté de corail des cadres de fenêtres rouillés où de minuscules poissons argentés entraient et sortaient de l'obscurité. Le mât arrière, la salle des machines et la cuisine étaient tous visibles avant qu'un gouffre d'un noir encre près de la proue n'apparaisse au loin. L'entrée de la soute avant, où se trouvent les seuls ossements évidents du naufrage. David s'élança avec impatience et pénétra dans les vestiges interdits du SS Yongala, où le large vide océanique était remplacé par des murs écaillés d'acier érodé. Ses mains sont stables lorsqu'il vérifie le compteur de champs électromagnétiques. Les lumières sont toujours vertes, mais rien n'est encore arrivé. 55 minutes, 23 secondes. David commença à balayer la pièce. Il devait gagner au moins 10 minutes pour une remontée en toute sécurité et l'heure tournait. La plus grande partie du contenu de la soute s'est depuis longtemps transformée en boue. Le sol grouillait de crustacés et de serpents de mer rampants. Mais David avait beau faire des allers-retours, il ne voyait aucune trace de reste humain. Ses recherches durèrent si longtemps qu'il commença à s'inquiéter que les rapports sur les ossements ne soient qu'une farce. Il maintint sa respiration régulière tout en balayant méthodiquement le sol. Alors que David avait décidé de quitter la soute pour chercher ailleurs, un objet anormalement droit se refléta sur le faisceau de lumière. Il s'approcha et vit un bouton à l'extrémité de l'objet. Il doit s'agir du fameux os du fémur signalé par les plongeurs qui l'ont précédé. L'adrénaline revient et il s'élance sans hésiter vers les restes humains. Profitant de sa flottabilité, il plane à plusieurs mètres au-dessus de l'os fémoral, tout en vérifiant son équipement. Il serait difficile de discerner des voix fantomatiques sur un enregistrement sous-marin, surtout avec le grondement de son détendeur, mais il activa tout de même l'enregistreur de PVE. Le compteur EMF étant toujours dans le vert, il approcha l'appareil photo à spectre complet de son visage. David prit une dizaine de photos de l'os du fémur et de son environnement, puis braqua la lumière dans toutes les directions pour prendre des photos de l'ensemble de la soute. L'obscurité totale de l'enfermement gênait sa lampe de poche et l'éclairait moins que le bleu infini de la haute mer. Dans l'obscurité, il attend. La chasse aux fantômes est une question de patience, et il avait visité suffisamment de lieux sans voir ni entendre un fantôme pendant des heures pour être rompu à l'exercice de la ténacité. 42 minutes, 28 secondes. Les voyants EMF clignotent en jaune. David regarda autour de lui, excité de recevoir une alarme si rapidement, mais il était seul. Les lumières jaunes sont redevenues vertes. 40 minutes, 2 secondes. Un bruit de grattement se répercute dans l'eau. David ne parvient pas à déterminer la direction d'où il provient. 36 minutes, 18 secondes. David s'agite. Il craint que sa dangereuse descente ait été vaine. 32 minutes, 43 secondes. L'EMF passe à nouveau au jaune, mais seulement pour un instant. Il reste environ 20 minutes. Le Yongala gémit, sa structure d'acier protestant contre le fond de l'eau. Ce gémissement fut suivi d'un appel à l'aide enfantin. La peau de David se mit à picoter et il tourna la lampe de poche dans tous les sens, n'apercevant rien d'autre que du noir. Il fixa le compteur de champs électromagnétiques, mais celui-ci s'était éteint.
Il frappa le côté de l'appareil avec sa lampe de poche, essayant de le ranimer. Dans une explosion d'éclats, une douzaine de pointes de lumière rouge se mirent à scintiller dans l'obscurité. La chaleur a disparu de l'eau, laissant place à un froid glacial. David n'a rien vu de surnaturel à l'œil nu, mais il a tout de même pris des dizaines de photos, espérant qu'une silhouette humaine rayonnante ou un anneau de lumière mystique apparaîtrait lorsqu'il développerait les négatifs dans la chambre noire. 24 minutes, 12 secondes. La sensation nauséabonde d'être ballotté d'un côté à l'autre s'empara de lui. Des cris d'enfants, appelant à l'aide, fusent de toutes parts et le sang de David se glace. Malgré son expérience, le courage de David faiblit. Le compteur de champs électromagnétiques se remit en marche, clignotant cette fois en rouge. L'effroi l'envahit et il se dirigea vers le trou dans le pont, jetant un dernier coup d'œil en arrière vers l'os abandonné. Dans l'obscurité, un visage pâle ondulait comme de la soie blanche sous l'effet de la brise. David arrêta son ascension et saisit l'appareil photo. Cela pourrait être la preuve irréfutable d'une hantise, lui assurant une reconnaissance dans la communauté des chasseurs de fantômes. Le visage disparut en quelques secondes, mais David resta près de la sortie. Maintenant qu'il était plus près de son chemin de fuite, il se sentait en sécurité et décida de rester quelques minutes de plus. La vue d'un fantôme l'avait revigoré, mais les voyants de l'EMF passaient au vert et la température des eaux tropicales se réchauffait. Des ombres se déplacent dans l'obscurité, mais lorsque David dirige sa lampe de poche vers chaque anomalie, il ne voit que des créatures marines locales qui passent à proximité. Un groupe de raiements à tacheter a plané au-dessus de sa tête, juste au-delà du trou béant de la soute, faisant vaciller l'eau immobile. David braqua sa lampe de poche sur le ventre blanc des raies, observant l'ondulation gracieuse de leurs ailes lorsqu'elles passaient. 13 minutes, 3 secondes. Il est temps de partir. Déçu que 10 minutes se soient écoulées et qu'il n'ait pas vu d'autres signes surnaturels, David jeta un dernier coup d'œil dans la soute. Il balaya une dernière fois l'obscurité avec sa lampe de poche, puis s'avoua vaincu et nagea vers la sortie béante située au-dessus. David sursauta lorsque la lumière inonda la chambre. La température chuta et sous le choc, il manqua la sortie, se cognant la tête contre les éclats du toit. Il cligna des yeux contre la douleur, puis vit clairement la soute telle qu'elle était en 1911, avec plus d'une centaine de passagers recroquevillés sur le sol, effrayés. Le Yongat agitait sévèrement, gémissant en se balançant d'un côté à l'autre. David flottait au-dessus de la Seine, observateur de la vision impossible de ces passagers condamnés, se cachant de la tempête dans les entrailles de leur navire. Des gémissements et des pleurs emplissaient ses oreilles, résonnant comme le son creux des vagues dans une conque. Le vertige s'empare des sens de David. Il n'arrivait pas à savoir s'il voyait le vaisseau fantôme ou le vrai Yongala. Se dirigeant vers ce qu'il espérait être la sortie, David donna des coups de pied contre l'eau glacée, essayant d'échapper aux appels à l'aide en dessous de lui. Le temps presse. Il s'élança dans la chaleur de la mer et la vue de poissons bleus et jaunes nageant entre les doigts ondulants d'un corail blanc le ramena à la raison. 7 minutes, 20 secondes. De retour en pleine mer, la vitesse est l'ennemi. Il doit remonter lentement pour éviter que le changement de pression ne déchire ses poumons. Aussi repousse-t-il ses craintes au plus profond de lui-même, pour les affronter plus tard. David battit doucement des pieds contre l'eau, regardant l'épave du Yongala disparaître sous ses pieds. Il garda un œil sur son profondimètre, luttant contre l'envie de sprinter vers la surface. David resta à 4,5 mètres de profondeur, son dernier palier de sécurité, surveillant le chronomètre pour s'assurer qu'il restait bien 5 minutes. Son cœur était revenu à la normale, le monde était redevenu ce qu'il était censé être, et avec rien d'autre que ses pensées pour l'occuper, l'humeur de David passa de la peur à l'excitation. Tout son équipement était intact et il était sûr de pouvoir prouver que l'épave était tentée. 3 minutes 23.
Avec un dernier adieu au bleu profond sous ses pieds, David a donné un coup de pied vers la surface. Il leva les yeux, s'attendant à voir le dessous de son bateau en forme de marquis, mais au lieu de cela, il vit la forme perlée et enfumée d'un vaisseau fantôme planant au-dessus de lui. Son appareil de mesure des champs électromagnétiques s'est libéré de lui-même, flottant jusqu'à son visage et reflétant une douzaine de lumières rouges clignotantes sur son masque. Le Yongala fantôme chavira dans l'eau calme, frappé par une vague invisible et s'abattit sur David. L'eau tourbillonne dans un courant indomptable, l'entraînant inexorablement vers le fond de la mer. L'énorme pression dans sa poitrine et ses oreilles le paralyse, et une vague d'eau froide l'accoste alors que le vaisseau fantôme s'écrase sur ses restes centenaires et disparaît, laissant David seul au fond de l'océan. 0 minute, 22 secondes. David est maintenant assis sur le pont du SS Yongala, à 20 mètres de profondeur, et respire sa dernière petite bouffée d'air. S'il remontait à la surface, la pression déchirerait les tissus mous de ses poumons, et il mourrait dans d'atroces souffrances, seul sur son bateau. Il vaut mieux rester ici. Il desserra le fermoir d'étanchéité de l'enregistreur PVE, inondant ses composants électroniques d'eau salée, puis ouvrit la boîte de pellicule de son appareil photo. L'aiguille rouge du compteur de la bouteille d'oxygène est passée à 0, et derrière la protection en plastique de son masque, les yeux de David se sont remplis de peur. Alors qu'il regarde une dernière fois l'étendue infinie de bleu au-dessus de sa tête, le régulateur glisse silencieusement de sa bouche. Le cinéma mobile de Pascalin. Qu'il s'agisse d'enfants précoces de l'école primaire ou d'élèves de terminale attendant de partir à l'université, tous les enfants de mon village comptaient les jours jusqu'à ce que le cinéma mobile de Pascalin revienne en ville. Aucune publicité n'avait été affichée, surtout pas sur les panneaux d'affichage de la bibliothèque ou de la mairie. Aucune date de retour n'a été annoncée après la dernière séance. Le cinéma mobile n'avait pas non plus d'horaire fixe pour calibrer nos horloges internes. C'était toujours par une rumeur que nous apprenions son retour. Quelqu'un disait avoir entendu parler d'une séance à 2 villes d'ici, ce qui signifiait que notre tour viendrait demain soir. Ou bien quelqu'un avait entendu de sources sûres, par un ami d'un ami d'un ami, que mon village serait la prochaine ville du circuit, ce qui faisait du week-end prochain celui que nous attendions tous. Et bien sûr, l'une de ces rumeurs s'est avérée vraie. Nous nous rassemblions dans les champs à la périphérie de la ville, et M. Pascalin lui-même, vêtu de son haut de forme en lambeaux et de son smoking rapiécé, se tenait à l'extérieur de la caravane modifiée qui contenait le cinéma le plus rare au monde. Si nous étions l'un des rares chanceux à être admis, nous entrions par l'arrière de la caravane. À l'intérieur, la remorque contenait quelques rangées de chaises pliantes en métal soudé au sol, avec une étroite allée s'étendant au milieu. Les chaises faisaient face à un mur blanc et austère, sur lequel un projecteur suspendu au plafond diffusait le film que M. Pascalin voulait nous montrer. Il valait toujours la peine d'être vu, chacun d'entre eux, parce qu'il n'y avait rien de comparable ailleurs. Nous étions peut-être partiaux, car mon village n'avait pas de salle de cinéma, ni de patinoire, ni de salle d'arcade, ou tout autre endroit où les enfants pouvaient se divertir. Nos parents n'étaient pas vraiment portés sur ce genre de choses. Pourtant, longtemps après que certains d'entre nous eurent quitté mon village pour des pâturages plus verts et qu'ils eurent vu les types de films que tout le monde avait appréciés, nous avons dû admettre que rien n'était jamais aussi excitant que les films de M. Pascalin. Nous ne savions jamais exactement à quoi nous attendre lors d'une projection. Parfois, ces films ne duraient pas plus de 10 minutes, mais d'autres duraient plus de 3 heures. Nous ne pouvions jamais reconnaître les acteurs et les actrices à l'écran, en partie parce que nous n'avions pas la possibilité d'apprendre à connaître les stars du cinéma
et de nous en éprendre à travers les magazines et les journaux à potins, puisque tout ce qui n'était pas un manuel scolaire était confisqué à l'école. Mais c'est surtout parce que les films de M. Pascalin ne font pas appel à des acteurs professionnels. Peut-être les choisissaient-ils pour leur physique ou le son de leur voix. Peut-être ces choix de casting n'avaient-ils aucune logique. Mais peu importe. Les acteurs ont toujours fait preuve d'une réelle émotion dans ces films, quelle que soit l'importance du rôle. On sentait qu'ils donnaient tout ce qu'ils avaient. On pourrait croire qu'ils ne font pas semblant d'ailleurs. Il n'y a qu'une chose dont on peut être sûr lorsqu'on s'assoit pour regarder un des films de M. Pascalin, c'est que quelqu'un va mourir. Leur mort ne serait pas toujours sanglante. Bien sûr, il y avait les morts sanglantes, la machette sur le crâne, les 1000 coupes stratégiques du rasoir, le coup de feu à bout portant. Parfois, le décès est net, garrotté par un personnage masqué, par exemple, ou laissé pantelant sur une chaise après avoir bu un verre d'un produit toxique. Quelle que soit la méthode utilisée, quelle que soit sa créativité, la mort filmée est plus réaliste que vous ne pouvez l'imaginer. Il en va de même pour le spectacle qui la précède. Les larmes, les supplications, les cris. Nous pensions que c'était la principale vertu des films de M. Pascalin. Ils étaient si réels. Ah oui, comme ils étaient vrais. Après avoir enduré la fadeur et la fausseté des romans et des émissions de télévision blanchies que nos parents nous imposaient, nous avions l'impression de voir le monde tel qu'il était censé être vu pour la première fois de notre vie. C'était comme une naissance, ou une renaissance même. Nous en étions tous reconnaissants à M. Pascalin. Nous saluions la fin de chaque film par une ovation. Et M. Pascalin, toujours modeste, déposait sa casquette en mauvais état et nous faisait une petite révérence. Nous n'avons jamais parlé de M. Pascalin à nos parents. Non seulement parce que cela aurait impliqué de révéler que nous avions quitté nos chambres en cachette la nuit et violé nos couvre-feux. Nous avions prédit qu'il prétendrait qu'il était le diable, comme il l'avait fait avec nos jeux de cartes à collectionner et nos anthologies fantastiques, et qu'il nous interdirait de lui rendre visite à nouveau. Il ne nous a jamais fait payer l'entrée à ses projections. Tout ce qu'il nous demandait, c'était de participer à sa loterie. À chaque enfant admis dans la caravane, il remettait un billet de tombola en papier sur lequel figurait un numéro écrit à la main. Une fois le film terminé et les applaudissements calmés, il fouillait dans son chapeau jusqu'à ce que sa main gantée en ressorte avec un bout de papier. Il lisait le numéro de sa voix calme et apaisante et vérifiait si l'un de nos billets correspondait à ce numéro. Si ce n'était pas le cas, il souriait, serrait la main de tous ceux qui étaient restés pour le remercier du spectacle et nous laissait sortir dans les champs éclairés par la lune, où la foule persistante, des curieux non admis, nous interrogeait anxieusement sur ce que nous avions vu. Pendant plusieurs années, nous n'avons pas su ce qui se passerait si l'on détenait un billet correspondant. Puis vint la nuit où Christophe gagna au tirage. Monsieur Pascalin a fouillé dans son chapeau comme d'habitude et nous n'y avons guère prêté attention, habitués au fait que nous avions de faibles chances d'avoir le bon numéro. Lorsqu'il a annoncé le gagnant, la moitié d'entre nous n'a même pas pris la peine de jeter un œil à ses tickets. Toujours aussi calme, Monsieur Pascalin a répété le numéro. C'est alors que Christophe, assis au premier rang, a levé la main. C'est comme si la foudre nous avait frappés et nous avait fondus dans nos sièges. C'était comme quelque chose d'encore plus inédit que les films que nous étions venus voir. Nous avons commencé à applaudir, et Christophe s'est levé et nous a fait un signe de tête polie, tandis que M. Pascalin s'approchait pour le féliciter. Nous étions tous impatients de savoir quel serait le prix de Christophe, mais M. Pascalin nous a renvoyés, ne laissant que Christophe derrière lui. Certains d'entre nous ont ensuite attendu longtemps devant la caravane, mais personne n'en est ressorti. Vu l'heure tardive, nous avons dû rentrer chez nous, de peur que nos familles ne se réveillent et ne découvrent que nous n'étions pas là où nous aurions dû être. L'absence de Christophe à l'école le lendemain n'a surpris personne.
Qui ne se reposerait pas une journée entière après être sorti si tard? Par contre, l'absence de Christophe le surlendemain nous a laissé un peu perplexes. Et enfin, lorsqu'une semaine entière s'est écoulée, nous étions carrément curieux. Pourtant, nous n'osions pas en parler à un adulte. Qu'adviendrait-il du cinéma mobile une fois qu'il l'apprendrait? Et d'ailleurs, qu'allait-il advenir de nous? Nous n'avons pas revu Christophe avant la prochaine fois que le cinéma mobile de Pascalin s'est garé à la périphérie de la ville. Ceux d'entre nous qui ont pu entrer ont attendu avec impatience que le projecteur chauffe et nous donne ce que nous voulions voir. Lorsque le projecteur s'est enfin mis à fonctionner, les grains de poussière tourbillonnant et scintillant dans son faisceau, nous avons pu voir sur l'écran Christophe, assis torse nu contre un mur en béton. Un tonnerre d'applaudissements s'abattit sur nous. Notre ami semblait plus vivant sur la pellicule qu'il ne l'avait jamais été dans les rues de mon village. Il a levé les yeux vers la caméra et a regardé vers l'avant, comme s'il regardait chacun d'entre nous dans les yeux. Il savait qui nous étions après tout. Il savait que nous serions là, à le regarder, à apprécier. Nous pouvions sentir qu'il nous dédiait cette performance. Il a ouvert et a fermé la bouche plusieurs fois, timidement, comme s'il avait un monologue à réciter, mais qu'il ne se souvenait d'aucune de ses répliques. Après quelques tentatives, il a serré la mâchoire et a fixé son regard quelque part au-delà de la caméra. À ce moment-là, on aurait dit qu'il regardait à travers nous, comme si nous étions transparents, ou comme si nous étions des fantômes, comme quelque chose qui n'existait plus, parce que nous n'étions pas assez réels pour mériter d'être reconnus. Une ombre est tombée sur le cadre depuis le premier plan, grimpant sur le visage de Christophe. Au début, il est resté sans expression, résigné, stoïque, ou refusant tout simplement de s'exprimer. Puis, un grondement sourd retentit dans les haut-parleurs. Bientôt, il cède la place à un ronflement puissant et inimitable, le son d'une tronçonneuse prête à l'emploi. Les larmes ont commencé à couler des yeux de Christophe, comme si elles avaient une vie indépendante de lui. Au bout d'une minute, le reste de son corps l'a rattrapé et il s'est mis à trembler en poussant des sanglots convulsifs. Un personnage, tout de noir vêtu, le visage dissimulé sous un masque de ski noir, est entré dans le cadre. Une tronçonneuse cliquetait dans ses mains gantées. Christophe regarda le nouveau venu et murmura quelque chose d'inaudible sous le gémissement de la tronçonneuse. De toute façon, les mots n'étaient pas importants. Il aurait pu raconter une liste de courses et cela aurait semblé imprégné d'un but, d'un sens et d'une rivalité. Il nous a captivés. La silhouette a levé la tronçonneuse au-dessus de la tête de Christophe. Notre ami ferme les yeux, tremblant. La lame s'abaisse vers son cou. La silhouette a feinté une fois, 2 fois, puis dans un puissant élan vers le bas, la tronçonneuse s'enfonce dans la colonne vertébrale de Christophe. Il a poussé un cri, mais le son a été interrompu lorsque la lame a fait son travail. Sa tête bascula vers l'avant, puis tomba sur le sol. La silhouette l'écarta du champ de vision, puis quitta l'écran. Pendant 1 minute et demie, la caméra s'est attardée sur le corps sans tête. La mare de sang qui s'élargit sous le corps est le seul signe de mouvement. Puis la caméra est passée au noir. Nous pouvions sentir la prise de conscience s'opérer en nous. Ce que nous voyions n'était pas un film ordinaire. Une scène aussi réaliste ne pouvait pas être simulée. Peu à peu, nous avons compris que les débuts de Chris à l'écran n'étaient pas l'exception, mais la règle. Tous les films que nous avions vus au cinéma mobile de Pascalin racontaient les derniers instants de vie de quelqu'un. Et nous avons compris le prix que nous avions payé pour venir les voir. Nous avons passé quelques secondes à réfléchir à la manière de réagir. Nous mentirions si nous disions que nous n'avons pas été émus. Quelqu'un a commencé à applaudir de façon hésitante, et peu après, tout le monde s'est joint à lui.
Les applaudissements se sont nourris d'eux-mêmes et ont pris de l'ampleur. Certains sifflent, d'autres ont seulement applaudi. En moins d'une minute, nous étions tous debout. Monsieur Pascalin, quant à lui, s'est tenu à côté de l'écran de cinéma, s'est incliné et a tendu son chapeau pour le tirage au sort. Aucun d'entre nous n'a été tiré au sort ce soir-là. Nous sommes tous sortis dans les champs, dans la foule, et nous avons transmis ce que nous avions appris. Nous avons laissé la nouvelle s'installer sur nous comme un brouillard. Nous n'en avons pas parlé, parce qu'il n'y avait rien à dire. Chacun d'entre nous a réfléchi dans son propre silence. Lorsque nous nous sommes dispersés, toutes les étoiles du ciel ont brillé plus fort sur le chemin du retour. Aucun d'entre nous n'a tiré le numéro gagnant depuis Christophe il y a des années. Mais la nuit peut encore venir. Car même si nous ne connaissons pas le grand secret du cinéma mobile de Pascalin, nous n'avons jamais manqué une séance. Et la foule, qui se rassemble à la sortie de la ville pour avoir la chance de voir un des films de Monsieur Pascalin, est de plus en plus nombreuse à chacune de ses visites. Entre les bruits parasites. Le voilà, entre les parasites, enfin, les bruits parasites. Au début, il était faible, enfoui dans le sifflement, mais après l'avoir entendu, après avoir su qu'il était là, il devient si fort qu'on a envie de se boucher les oreilles et de crier. Je peux vous faire entendre les mots, mais c'est tout. Nous n'avons jamais réussi à trouver la signification, la romanisation. Ça ressemble à ça. Ip soc, koyal preg, iatou desvagotet. Il y a des images dans la neige, des images au-delà du visage biseauté et des yeux vides qui voient dans des dimensions dont nos scientifiques ne peuvent que rêver. Dans la statique, j'ai vu à travers l'univers. Des silhouettes filiformes sans tête apparente, avec des bras qui s'inclinent et atteignent presque leurs pieds pointus. Des tempêtes de diamants qui arrachent la peau d'horribles créatures charognardes dans un désert d'un blanc pur. J'ai vu d'anciens collègues de la montagne. Je me demande s'ils ont été pris ou donnés. Mull et Eggers mourront lentement asphyxiés dans l'air raréfié d'une planète étrangère blanche et violette. Beaucoup d'expériences. June, Bledsoe, Schwartz, Kendall, Ronnie, d'autres. Vivisection, bien sûr, des heures durant. Pas d'anesthésie. Mais ils ne meurent pas et ne s'évanouissent pas. La mort, c'est pour plus tard. La mort, c'est pour des tests d'armes biologiques utilisant des maladies que nous n'aurions pas dû craindre de rencontrer pendant des siècles. Kendall a été déchiré par la moisissure. Il a suffi de quelques spores en suspension dans l'air pour qu'en quelques jours, la moisissure se développe partout. La peau s'est gonflée. Les yeux se sont creusés. Il ne pouvait plus fermer la bouche parce que la moisissure poussait sur sa langue. Puis, il a éclaté. Il s'est transformé en une colline sanglante de champignons profondément cannelés. Gaz, gravité artificielle, test d'abrasion, opération du cerveau, amputation, greffe d'organes avec d'étranges créatures comme donneurs, des trucs de l'unité 731, des heures d'expérience dans l'obscurité, des heures en minutes. Ils ont cette façon de plier l'information, comme une note pliée en un carré serré, mais dont on peut encore lire chaque centimètre. Ils apportent les parasites avec eux. La radio et la télévision, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le font exprès. C'est un stimulus. J'entends le sifflement et je commence à pleurer. Au début, je verrouillais la maison. J'achetais tous les types de serrures, de boulons et de chaînes possibles. Je les mettais aux fenêtres et aux portes. Quelquefois, j'ai tout barricadé. J'ai utilisé mes meubles pour barricader tous les points d'entrée. C'est inutile. Leurs doigts passent à travers. Ils s'aplatissent, s'étirent et se glissent dans les fissures. Des vers longs et fins,
qui s'enroulent autour de ce qui les empêche d'entrer. Parfois, ils m'obligent à regarder. Parfois, ma cabine se remplit d'une lumière brûlante. Quand elle s'éteint, j'ai perdu le temps, la notion du temps, l'idée du temps, et ils sont là. Ils m'observent. J'ai fini par m'arrêter. Plus de cadenas, plus de barricades. Je m'assois et j'attends. Mais pas ce soir. Ce soir, je les fais travailler pour ça. Lorsque les statiques hurlent et que la voix se fait entendre, je ne réfléchis pas. Je cours jusqu'à la porte et je me glisse à l'extérieur. J'essuie enfin les larmes de mes yeux et je lève la tête. Mon Dieu, ils sont si nombreux. Ils n'ont pas l'air de pouvoir voler. Ils ont tous des angles bizarres et une conception contre-intuitive. Dans l'espace, ça n'a pas d'importance, je suppose. Mais ici, ils devraient tomber du ciel. Dans la montagne, nous pouvions utiliser la technologie interne, mais le design était trop radical. Les gens se méfieraient, les choses changeraient. Complètement silencieux, ils planent, à peine visibles dans la pénombre. Je me dirige vers les bois. Ils sont là depuis longtemps. Nous avons obtenu certaines choses d'eux. La technologie surtout, évidemment, mais c'est comme des perles pour Manhattan. Nous l'avons toujours su. Nous avons toujours su que nous n'étions pas aux commandes. Nous avons toujours su comment cela se terminerait. Vous avez vu les choses qu'ils peuvent faire, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ils peuvent raser des bâtiments comme s'ils étaient en balsa. Ils se glissent entre, je ne sais pas comment appeler cela, des dimensions, des réalités. Ils y vont et déchirent le plus petit morceau et de notre côté tout s'écroule. Ils peuvent le faire sur des villes entières. Le 9 août 1945, ce n'était pas une bombe atomique, c'était un simple mimétisme. Les dernières lueurs du crépuscule ont presque disparu. Je n'ai pas pris de lampe de poche. Je pensais qu'elle attirait trop l'attention sur moi. Maintenant, je trottine à peine, tâtonnant devant moi d'une main et gardant l'autre sur le tronc d'arbre le plus proche. C'est stupide. Ils vont m'attraper. Je ne fais qu'attendre. Ils m'ont trouvé ici après que j'ai quitté la montagne, de l'autre côté du pays, au milieu de nulle part. C'était un message. Je ne dirai rien à personne. Mais ça n'a pas eu d'importance. Je me retourne et j'observe la lisière de la forêt. Mon cœur bat si fort qu'on pourrait sans doute me trouver en suivant ses battements. Un grand pilier de lumière bleue s'allume à l'endroit où se trouve ma cabane. Elle se déplace si lentement qu'il me faut un moment pour réaliser qu'elle s'est approchée. Je me tourne et je cours. Il s'écrase et s'agite, donne des coups de pied dans les feuilles et fait cliquer les branches. Il n'y a nulle part où aller. Mon pied tombe dans un trou. La panique du lapin fou m'envahit et tourne la jambe pour voir quel genre de piège, venu d'au-delà des étoiles, je suis pris. Ce n'est qu'un putain de trou fait par un animal stupide, et la douleur me monte au mollet. Je retire avec précaution ma cheville tordue du trou et j'avance en boitant. Il est temps d'abandonner. Quelle idée stupide. Je pourrais me frayer un chemin dans l'obscurité, essayer de me couvrir de feuilles, mais ce n'est qu'un divertissement pour eux. Une note amusante dans leur catalogue de comportements humains. Je m'adosse à un arbre et j'observe la lumière. Lorsque la lumière les frappe, les troncs d'arbres se courbent vers l'extérieur comme s'ils étaient élastiques. Ils sont plus grands que ce que nous pouvons voir. Ils existent dans toutes les directions. Plus près. Je peux presque distinguer la silhouette à l'intérieur de la lumière. Je crois que je pleure, mais mes sens s'affolent en sa présence. C'est la seule chose dont je suis vraiment conscient. Plus près encore. Je peux voir le contour de l'épaisse tête en forme de V qui s'avance d'un demi-pied en arrière dans ses bubons graisseux ressemblant à des tumeurs. Au sommet de chaque inclinaison se trouvent des yeux charnus. De larges échancrures et de longs sourcils retiennent de petits lacs d'une fine membrane. Sous la peau, il y a un œil semblable au nôtre. Je le sais, j'ai fait des autopsies, mais ils n'en ont plus besoin, donc ils les cachent. Ils me parlent,
Il roucoule des mots superposés, chantés, remplis d'images, d'odeurs et de sons. Destruction, chair carbonisée, bébé qui pleure, statique assourdissante, holocauste rapide et lent. Certains meurent dans les flammes, dans les tremblements de la réalité, dans les maladies moléculaires, tandis que d'autres meurent dans des camps, des fermes, des eaux et des laboratoires. Il y a des trous dans le ciel, en sorte des anges exterminateurs, serviteurs d'un seigneur lointain et inconcevable. Personne ne fait rien. Personne n'essaie de les arrêter. C'est au-dessus de moi. Je crois entendre mes sanglots par-dessus les mots. Il lève sa main à 6 doigts et les doigts glissent vers l'avant. 2 d'entre eux, vaguement chauds de vie, glissent sur mon visage le long de mes joues. Ils s'aplatissent et passent lentement sur ma paupière, sous la boule et reviennent. S'enroulent autour du nerf optique. 2 autres remontent dans chaque narine. Les doigts se divisent, envoyant des affluents dans mes sinus et dans mes poumons. Ils s'atomisent, traversent les membranes et les parois cellulaires pour atteindre mon système nerveux et mon cerveau. Je suis absorbé, traduit en quelque chose d'intangible qu'ils peuvent envoyer dans l'air jusqu'au vaisseau d'en haut. Ils ne sont pas obligés de le faire. Il y a d'autres moyens. Je me réveille sur le sol de la pièce blanche. J'ai espéré que ce ne serait pas comme ça. J'ai prié. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ces derniers mois, ça l'a été la plupart du temps. Il y a Ronnie Statler, bercée dans sa chaise, faite d'une sorte de satin caoutchouteux. Elle était l'une des rares femmes de la montagne. Pas jolie, mais assez jolie. Et drôle surtout. Si nous avions été ensemble avant, j'aurais été un homme chanceux. Mais ils m'ont déjà mis la combinaison. Comme une seconde peau, elle garde toutes mes scames et mes huiles à l'intérieur. Vous ne sauriez pas que je la porte si je ne vous touchais pas, et que vous ne sentiez pas le fin derme de plastique. Je me lève. La combinaison se resserre et se desserre au fur et à mesure de mes mouvements. Je me suis habitué à elle autant que possible. Des visions d'elle remontent encore à mon cerveau et je dois les repousser de toutes les façons possibles. Mais quand je suis avec elle, je peux y faire face. Je touche doucement son bras. Des sons étouffés de grognements et de succions proviennent de l'intérieur d'elle. La rangée supérieure de dents à l'arrière de son crâne se bouscule un peu et la langue, qui pend sous la rangée inférieure, se tortille contre la base du crâne. Elle essaie de tourner vers moi, ses yeux inutiles et cachés. « C'est juste moi, Ronnie !» Elle lève une main tremblante et je la prends doucement. Je pense que cela lui fait mal, même avec cette main molle. Je veux qu'il me ramène bientôt, mais je veux qu'il me laisse rester ici avec eux pour toujours. Je regarde son sang couler. Il est parfait, sans goutte ni suintement. Il coule le long de ses veines jusqu'à son cœur, épais de muscles rouges nichés entre ses poumons, se balançant doucement à chaque pompage. Mes yeux tracent les veines et les artères qui font de son corps exposé une carte routière. Le bruit biologique silencieux de ses organes et sa respiration étranglée sont les seuls sons dans la cellule blanche. Je ne comprends toujours pas comment elle respire. Je m'assois par terre, près de sa jambe, et avec le plus grand soin, je pose ma joue sur le tissu pâle et le muscle de sa cuisse. Dans un mouvement de balbutiement, mes yeux se fixent enfin sur la sphère jaune pâle empilée sur son ventre. Dans la mer de liqueur amnière, sur la toile de fond violette du placenta, mes yeux se fixent sur les yeux noirs de notre fille fœtale. Ronnie le sait-elle au moins? Ils l'ont retournée juste après la fécondation. Elle a dû comprendre pourquoi ils nous forçaient à être ensemble. Ce serait facile de l'atteindre, rompre l'eau, prendre son petit corps informe dans mes mains et la jeter contre le mur, la broyer sous mon talon, la déchirer en deux. Tout aussi facilement, je pourrais saisir le cœur de Ronnie et le rendre inutile. Encore plus facilement, quand je rentrerai chez moi, je pourrais me trancher la gorge, me faire un trou dans le cerveau ou me pendre à l'arbre le plus haut. Mais je ne le fais pas. J'aime Ronnie.
même si au début elle a pleuré, s'est débattue et m'a regardé avec tant de haine. Au bout d'un moment, elle s'est adoucie. Ou peut-être que toute cette épreuve lui a fait perdre toute son attention. Et j'aime notre fille. Je l'aime même si un large sillon traverse le centre de sa tête et qu'il devient de plus en plus profond et étroit. Je ne sais pas combien de temps ils m'ont laissé rester, mais ce n'est pas assez long. Je me réveille dans ma cabine, dégoûté et effrayé. Ici, tout est différent. Ici, le pire est encore à venir. Il arrive si vite qu'on pourrait croire qu'il a déjà eu lieu. Ce qu'il me montre en statique, avec tous ces parasites, me fait plus peur que tous mes collègues torturés. Quand je regarde bien entre les points noirs et blancs, au-delà du visage en forme de V, au-delà des expériences, je vois la Terre. Je vois toutes les télévisions et les radios qui émettent des parasites comme une sirène de raid aérien. 1 milliard de pères maudissant et zappant sur les chaînes de neige. C'est le seul avertissement qu'ils reçoivent. Et c'est pour bientôt. Mon expérience troublante au lac Wonapango. Tous ceux qui ont grandi près du lac Wonapango ont leur propre histoire sur le lac. Certaines étaient des histoires de poissons traditionnelles et attendues. D'autres traitaient des amours d'été et des inconvenances. Et d'autres encore étaient des récits tragiques de mésaventures. Et puis, il y avait les autres histoires. Celles qui parlaient de grandes pertes, du genre de celles qui ne s'arrêtent pas lorsque la personne qui en souffre est décédée. Le lac Wonapango renfermait de profonds et sombres secrets sur son lit sablonneux. Et parfois, ces secrets remontaient à la surface. Je me souviens bien de la nuit où j'ai moi-même été confronté à l'un de ces secrets. Toutes les années que j'ai passées à essayer d'oublier n'ont fait que le graver plus fermement dans mes pensées. Je n'ai jamais été du genre à pécher, au sens propre. Alors que c'était le passe-temps le plus courant pour ceux qui vivaient autour du lac, ce n'était tout simplement pas mon truc. Je n'avais ni la patience ni l'appétit pour les longues heures passées à attraper les poissons locaux. Il me semblait que c'était du gâchis de les remonter et de les rejeter à l'eau sur le champ. Pourtant, comme la plupart des gens autour du lac, j'avais mon propre bateau. Ce n'était guère plus qu'une barque. Enfin, elle était équipée d'un minuscule moteur, mais je m'en servais rarement. Je ne l'utilisais pas pour pêcher ou nager, mais simplement pour profiter de l'eau. Je sortais toujours la nuit, et le grondement du moteur me semblait écrasant dans un environnement par ailleurs paisible. J'en profitais donc pour faire un peu d'exercice, en ramant vers quelques endroits calmes et tranquilles que je connaissais. La nuit en question était l'une de celles qui se situent entre le printemps et l'été. L'air était chargé de l'humidité épaisse de l'été, mais se situait encore du côté frais de la chaleur. Il était lourd des espoirs et des aspirations de l'été. Les grillons, les grenouilles et les cigales avaient tous entamé leur cœur rauque, de sorte que je dirais qu'il n'y avait rien de calme là-dehors. Mais sur l'eau, c'était encore paisible. Il y a quelque chose dans le lac Wonapango qui donne l'impression d'être juste quand les animaux chantent faux. Il y avait 2 bouteilles vides au fond de mon bateau. Et j'étais adossé au bord, l'eau du lac me berçant doucement d'avant en arrière. Le ciel s'étendait comme une toile sans fin au-dessus de moi. Une obscurité d'encre percée d'une lumière de diamant. La lune était pleine, éclairant la scène d'une lumière chaude. Je sais que ce souvenir est teinté de nostalgie et qu'il contraste avec les événements à venir. Mais je ne sais pas si je pourrais imaginer quelque chose de meilleur et de plus paisible que cette soirée. C'est peut-être pour cela qu'il fallait que cela se passe si mal. Peut-être qu'une telle beauté et une telle paix ne peuvent tout simplement pas exister longtemps dans notre monde. L'équilibre doit être rétabli. Dans ce moment de paix, il y a eu une éclaboussure. Quiconque a passé beaucoup de temps sur des eaux isolées peut vous dire qu'une éclaboussure ne signifie pas grand-chose. J'étais entouré de toutes sortes d'animaux sauvages qui auraient pu vouloir se glisser dans l'eau. Une branche d'arbre aurait pu tomber dans l'eau.
Il aurait même pu s'agir d'un des nombreux poissons locaux remontant à la surface pour attraper un malheureux écumeur d'eau. Il n'y avait aucune raison pour que cela attire mon attention. Ce qui m'a dérangé, c'est en partie qu'il l'ait fait. Les pensées et les rêveries que j'avais eues se sont perdues et ont volé en éclats en même temps que la surface du lac. Je me suis assis en avant, balayant les alentours du regard. Le bateau s'est légèrement incliné sous l'effet de mes mouvements brusques, les bouteilles roulant et s'entrechoquant dans le fond. Les ondulations commençaient près d'un vieux tronc d'arbre tombé qui s'avançait dans la rivière. Je me suis dit qu'il s'agissait probablement d'une tortue qui nageait vers la rive après une longue journée de soleil. J'ai essayé de m'adosser au bateau, de me replonger dans ma contemplation tranquille, mais mes oreilles étaient tendues à l'affût de tout autre son. Le silence. Un silence total, à l'exception du clapotis de l'eau contre mon bateau. Les insectes et les grenouilles s'étaient tus et leur absence m'a soudain gêné. J'ai pris les rames pour rentrer chez moi, ne me sentant plus à ma place sur ce lac qui avait toujours été le mien. Alors que mes pagaies s'enfonçaient dans l'eau, j'ai cru entendre un écho d'éclaboussures qui se cachait dans leur bruit. C'était de la paranoïa, me suis-je dit, ou un écho des berges. Mais mes oreilles ont continué à se fatiguer. J'ai fini par m'arrêter à mi-course, les avirons gisant mollement dans l'eau, et j'ai entendu une autre éclaboussure derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu quelque chose briser la surface de l'eau. C'était un bras, long et pâle dans la lumière de la lune. Je restai figé sur place, observant l'autre bras qui se levait et s'abaissait, de légers mouvements tirant celui qui se rapprochait de plus en plus. J'ai regardé l'ombre pâle glisser sous l'eau, les pieds décrivant un arc dans l'air et la poussant vers le bas juste avant qu'elle n'atteigne mon bateau. Les gens se baignaient dans le lac Wonapango, et j'ai donc supposé que j'avais dû surprendre un baigneur ou un nageur à poil avec ma voile du soir. Je me suis demandé de qui il s'agissait, puisqu'il s'était manifestement dirigé vers mon bateau et s'était éloigné pour éviter d'être repéré. J'ai pensé à quelques habitants de la ville que je n'aurais pas hésité à surprendre en train de se baigner à poil, mais avant que mes pensées n'aillent trop loin, quelque chose a heurté le fond du bateau. J'étais vigilant et je scrutais l'eau, supposant qu'il s'agissait d'une blague que quelqu'un m'avait faite après les avoir dérangés. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée du baptême potentiel que je pourrais subir s'ils allaient trop loin. Mon but était de me détendre, pas de nager dans l'eau trouble. Je les guettais, essayant de voir quand ils allaient remonter à la surface, mais personne ne s'est montré. Le deuxième choc fut plus fort, me faisant basculer sur le côté presque par-dessus bord. Ce n'était plus une blague amusante et j'ai repris les pagaies. Ces gens pouvaient passer toute la soirée dans les sombres profondeurs du lac Wonapango, si c'était ce qu'ils voulaient faire, mais j'allais rentrer chez moi et mettre fin à cette longue journée. La pagaie dans ma main gauche a à peine bougé dans l'eau que quelque chose s'y est accroché, me l'arrachant des mains. Le bois a éclaté lorsqu'elle s'est libérée, disparaissant dans l'eau derrière un bras blanc. Je l'ai regardée filer vers le fond jusqu'à ce que je la perde dans l'ombre. Je l'avoue, j'étais en pleine tempête sur mon bateau. Il ne me restait plus qu'une rame et il allait me falloir un certain temps pour rentrer à la maison. Cette plaisanterie n'était vraiment plus drôle. J'ai pris la pagaie qui me restait et je me suis préparé pour le long voyage de retour. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une main est apparue sur le côté du bateau. Les doigts étaient longs, pâles et verdâtres dans la lumière. J'ai supposé que c'était le reflet de la lune sur l'eau ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Ce que j'ai remarqué de bizarre, c'est la toile entre les doigts et les ongles longs et effilés. Cette main était attachée à un bras long et fin. Soudain, un visage émergea de la surface de l'eau. Il était presque humain, mais il n'était pas tout à fait à sa place. Les yeux étaient trop ronds, pas assez ovales. Ils étaient aussi un peu trop grands et avaient un éclat inhabituel. Les lèvres étaient larges et plates et se recourbaient en un semblant de sourire. Dans l'ensemble, le visage était quelque peu aplati. Mais la chose a cligné ses grands yeux brillants vers moi et j'ai été happé.
Sa main, un peu visqueuse, très froide, a glissé le long de la mienne, remontant le long de mon bras. Je me suis senti penché vers elle, enchanté par cette beauté contre nature. Ses cheveux tombaient en boucles humides le long de son corps, et il était clair qu'elle était complètement nue, sous l'eau. Je ne pourrais pas vous dire ce qui se passait dans le monde autour de moi à ce moment-là, parce que tout mon être était consumé par sa présence. C'était comme si je n'avais jamais fait l'expérience d'une connexion humaine jusqu'à ce moment-là. Ses lèvres ont esquissé un sourire séduisant, une invitation tacite à s'approcher. J'ai ressenti des picotements en sentant sa main sur mon bras. Je n'ai réalisé que plus tard que ces picotements n'étaient pas simplement de l'excitation, mais une puissante toxine qui a laissé mon bras engourdi pendant des heures. Cependant, sur le moment, c'était le bonheur. Chaque nerf dansait à son contact, s'animant au fur et à mesure que sa peau glissait sur la mienne. J'ai été dans l'eau avant de m'en rendre compte, attiré par ses yeux souriants. J'avais l'impression de plonger directement dans ses pupilles, de m'immerger dans leur sombre profondeur. Mais l'eau boueuse du lac Wonapango remplissait ma bouche, son goût infect me rappelant que ce n'était pas un paradis. Mes bras s'agitaient dans tous les sens, celui qu'elle avait soigneusement caressé flottant dans l'eau, presque inutile. Je sentis ses mains courir sur ma poitrine, la même brûlure de plaisir et de paralysie suivant le bout de ses doigts. On aurait pu penser que j'aurais été capable de réaliser le danger que je courais avec cette créature mystérieuse, mais je n'ai ressenti aucune menace de sa part. Même lorsqu'elle me tirait doucement vers le fond du lac, je sentais qu'elle ne s'intéressait qu'à mon bien-être. Elle aurait pu me maintenir sous l'eau et me regarder me noyer tant que ses yeux se posaient sur les miens. Non, ce n'était pas la conscience de son danger, mais les admonestations de mes parents, oubliées depuis longtemps. Il ne faut jamais se baigner si l'on a bu. C'était la recette du désastre. Leurs avertissements étant clairs, je me suis dirigé vers le bateau. Je suppose qu'elle a senti mon intention de m'échapper, car les longs ongles de sa main ont commencé à s'enfoncer dans ma peau. Heureusement, elle avait déjà bien engourdi la majeure partie du haut de mon corps. J'ai réussi à m'effondrer dans le bateau, ma vision se brouillant sur les bords. Finalement, il ne restait plus que la lune et un bruit de tonnerre contre les parois de mon bateau. Je me suis réveillé le lendemain matin, la chaleur étant revenue en force. Ma poitrine était poisseuse de sang, ma tête battait la chamade et j'avais l'impression que mes bras étaient remplis de sable. Ce fut un long, douloureux et épuisant voyage de retour vers le rivage, alors que s'ouvrait devant moi une longue route de guérison et d'oubli raté. La plupart des gens ont accusé les bouteilles qui se trouvaient au fond de mon bateau d'être à l'origine de cet étrange rapport. J'ai dû tomber à l'eau et m'érafler sur les rochers. D'autres, je crois, ont pensé qu'il s'agissait d'un suicide qui avait mal tourné. Mais je sais maintenant pourquoi le lac a fait plus que sa part de victimes. Je sais pourquoi des hommes et des femmes disparaissent là-bas, sans qu'aucun signe de problème n'apparaisse sur leur bateau qui flotte paisiblement. Je ne m'approche pas du lac la nuit. J'ai eu de la chance une fois, et je ne suis pas d'humeur à retenter le sort. Je ne pense pas pouvoir résister à ses yeux cette fois-ci, et je sais que je m'installerai sur le fond sablonneux du lac si elle m'invitait à nouveau. Ma colocataire est morte, mais tout le monde fait comme si elle ne l'était pas. Quelqu'un s'est-il déjà trouvé dans une telle situation? Bref, tout a commencé la semaine dernière. Je vis avec 4 colocataires, Jess, Lily, Dane et Miguel. Lily est celle dont je suis presque sûr qu'elle est morte, même si mes colocataires disent tous qu'elle fait semblant. Et au début, j'ai pensé qu'elle faisait semblant. C'est un vieux truc à elle, elle est très introvertie. Et parfois, si elle est débordée ou si elle n'a pas envie de parler, elle fait semblant de dormir. Nous l'appelons faire l'opossum. Mais voilà, cela fait près d'1 semaine qu'elle fait l'opossum. Ses yeux sont ouverts, son visage est un blanc grisâtre qui vire au violacé, son corps est ballonné
et j'ai vu une mouche se poser sur son globe oculaire, et je pense qu'elle y a même pondu des œufs. Elle n'a pas quitté sa grenouillère panda depuis qu'elle a commencé à jouer à l'opossum lundi dernier. Et en plus, elle sent mauvais. Elle sent comme un cadavre, comme de la viande en décomposition. Et cette grenouillère de panda, ce costume de panda, est tellement dégoûtant. Je suis presque sûr qu'elle est morte dedans lundi dernier et que tout le monde est dans une sorte de déni. Mais est-ce que ça a un sens ? Je veux dire, comment se fait-il que 3 autres personnes disent toutes qu'elle est vivante et que je délire ? J'attends qu'un animateur de télé-réalité sorte de derrière la plante en pot et qu'un public caché se mette à rire ou à applaudir. J'ai l'impression de me détacher de la réalité. Je suis assis sur le canapé au moment où je vous parle. Assis ici, je regarde Lily à travers la salle de télévision. Et je suis persuadé qu'elle est morte. La chair boursouflée, les yeux grands ouverts, les lèvres violacées et la peau... Juste... Non, je ne peux pas le dire. Je pense qu'elle va commencer à s'infiltrer dans le fauteuil où elle est assise. Mais permettez-moi de revenir à dimanche dernier. C'est dimanche que nous avons heurté le chat de la vieille dame. On ne l'a pas fait exprès. Nous avions tous un peu trop bu et c'est moi qui conduisais. Dane était sur le siège passager. Jess, Miguel et Lily étaient à l'arrière. Et le chat, il s'est précipité sur la route, tout noir. Et puis il y a eu un bruit sourd. Mon estomac s'est retourné. Une vieille dame est sortie de chez elle, a vu que son chat avait été touché et a crié, crié et encore crié. Lily lui a dit qu'elle aurait dû garder son chat à l'intérieur et ne pas le laisser errer près d'une route aussi fréquentée. Bref, je pense que cette dame était tout simplement une sorcière et qu'elle nous a jeté un sort pour avoir tué son chat. Plus précisément, je pense qu'elle a jeté un sort à Lily. Je veux dire, je ne pense pas, je ne sais pas. Ou alors je sais. C'est parce que la femme a dit quelques mots dans une langue étrange et nous l'avons tous traitée de folle et nous sommes rentrés à la maison. Et ça, c'était dimanche soir. Le lundi, quand je suis sorti pour le petit déjeuner, j'étais debout de bonne heure, comme d'habitude. La seule autre personne assise sur sa chaise dans le salon était Lily, emmitouflée dans sa grenouillère en forme de panda. Je lui ai souhaité le bonjour, mais elle avait un regard de 1000 lieues. Je me suis dit qu'elle voulait juste qu'on la laisse tranquille et je n'ai rien pensé de plus jusqu'à ce que je rentre du travail dans l'après-midi. Lily était toujours dans son fauteuil, dans la même position, toujours dans sa grenouillère panda. Je lui ai demandé si elle allait bien. Miguel jouait à un jeu vidéo et il a répondu pour elle, disant que Lily était malade et qu'elle était restée à la maison pour ses cours. « Bon écoute, j'espère que tu te sentiras mieux », ai-je dit à Lily. Mais elle n'a pas répondu. « Lily ?» Elle n'a pas répondu. « Lily, je t'ai dit que... » Une fois que j'ai dit ça, Miguel m'a coupé la parole et m'a demandé de la laisser tranquille. Il avait l'air ennuyé parce que j'interrompais son jeu. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai laissé passer parce qu'il se comportait de façon tellement normale. Mais au dîner, elle était toujours sur son fauteuil, dans la même position, et elle n'avait pas bougé d'1 millimètre. J'ai essayé d'en parler à Jess et elle m'a dit « Ça va aller, c'est juste un rhume ». Ce comportement a duré plusieurs jours. Et voilà, à chaque fois que j'essayais de demander à l'un de mes colocataires si Lily allait bien, ils agissaient comme si j'étais un fou. J'ai essayé de leur faire remarquer qu'elle n'avait pas quitté sa grenouillère de panda, et on m'a dit d'arrêter de faire l'imbécile. « Elle est malade, laisse-la tranquille. Arrête de nous faire chier avec ça. Ça va, elle va bien. » À un moment donné, je la fixais depuis le canapé, essayant de la surprendre en train de cligner des yeux. Et Jess m'a crié dessus et m'a dit d'arrêter d'être aussi bizarre, que j'étais en train de faire peur à Lily. Ils ont même installé un gros coussin devant elle pour l'empêcher de me voir, ce qu'elle ne pouvait manifestement pas faire,
puisque je sais qu'elle était morte depuis 3 jours. Je pensais qu'une fois que la pourriture serait installée, ils s'en apercevraient. Mais ils ont fait semblant de plus belle. Et en fait, ils ont même commencé à mettre en scène son corps. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait ou si c'était une expérience sociale malsaine ou quoi, mais ils l'ont déplacée. Je l'ai trouvée à la table un matin. Elle était affalée en arrière sur sa chaise, ses yeux aveugles fixant le plafond. Tout le monde lui parlait comme si elle était vivante. À ce moment-là, elle puait énormément. Je veux dire, au point même que j'ai remarqué que Miguel et Dane gardaient subrepticement leur distance et respiraient par la bouche et non par le nez autour d'elle. J'ai essayé de leur parler plus tard, mais Miguel s'est contenté de froncer le nez et de dire « Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais tu vois, elle est super déprimée. Mais on l'a jamais vue aussi mal avant. Tu sais, elle est bouleversée par le chat. Laisse-la tranquille. On doit la laisser surmonter ça. Elle s'en sortira. En attendant, des choses comme se doucher et sortir du lit sont vraiment difficiles pour elle en ce moment, mais t'inquiète. » J'ai failli lui dire que oui, ces choses seraient difficiles à faire pour une personne morte. Mais je ne l'ai pas fait. C'est juste que, honnêtement, je ne savais pas quoi répondre. J'ai finalement réussi à dire « Mec, je pense qu'elle est en train de pourrir dans ce costume de panda. » Il a gloussé, secoué la tête et a simplement dit « Allez, arrête de faire le con. » J'ai finalement fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. Et vous vous en doutez, j'ai appelé la police. J'ai dit que je voulais un bilan de santé pour Lily. Mes colocataires ont essayé de renvoyer la police quand elle est venue. Mais je suis descendu et j'ai insisté en montrant le cadavre en costume de panda dans le fauteuil près de la télévision. Ce fauteuil était vraiment dégoûtant à présent. Les flics sont venus l'examiner et j'ai vraiment cru, vraiment et sincèrement, que nous allions tous être arrêtés pour avoir une fille morte qui pourrissait dans notre salon, se figeant dans ce putain de fauteuil. Mais ils ont prétendu qu'elle était vivante, comme le faisaient mes colocataires. Elle n'a jamais dit un mot pour leur répondre. Elle n'a même jamais bougé. Plus tard, Jess m'a pris à part et m'a dit que mes actions étaient déplacées et que je n'avais fait qu'empirer les choses pour Lily. Alors maintenant, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai laissé plusieurs jours passer. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs jours se sont écoulés, son corps est gravement décomposé. De plus, j'ai confronté mes colocataires. Nous avons eu une énorme dispute. Je leur ai dit qu'il était évident que le sort de la sorcière avait fait quelque chose à Lily, qu'il les aveuglait, que nous vivions tous avec une fille morte. Ils ont eu l'air secoués après que je leur ai fait remarquer l'odeur, le fait que Lily ne mangeait pas, qu'elle était littéralement en train de pourrir. Ils m'ont dit qu'ils pensaient que je voyais des choses, mais toute la maison empestait la mort. Aucun d'entre nous ne pouvait le supporter. Nous pouvions tous la sentir. Plus tard, j'ai entendu Miguel et Dane chuchoter à propos de l'odeur, mais ils se sont crispés devant le regard de mort de Jess. J'ai donc décidé d'agir. Hier soir, j'ai emmitouflé le cadavre dans le costume de panda et je l'ai conduit dans les bois. Il y a des hautes falaises là-bas. J'ai jeté le cadavre sur les rochers. Les animaux le mettront en pièces, s'il n'est pas déjà trop pourri pour qu'ils puissent le manger. Je suis rentré chez moi, j'ai nettoyé la maison, j'ai mis ce putain de fauteuil dégoûtant sur le trottoir et je suis allé me coucher. Au matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Jess en pleine crise de panique. Elle voulait savoir où était Lily. Je lui ai dit que Lily était partie et Jess m'a accusé de mentir. Miguel semblait soulagé. Pendant que Jess prenait sa voiture pour aller chercher Lily, Miguel m'a dit qu'il pouvait enfin respirer à nouveau, et que ça sentait vraiment mauvais ici, et que quelqu'un devait faire quelque chose pour l'odeur. Il a dit qu'il espérait que Lily recevrait l'aide dont elle avait besoin, mais que ce n'était pas le bon endroit pour elle, et qu'elle avait probablement besoin d'un traitement en milieu hospitalier. Je me suis abstenu de lui dire que je pensais qu'il était bien trop tard pour un hôpital. Quoi qu'il en soit, la disparition de son corps devrait être une bonne chose. Sauf que je pense que le sort s'abat maintenant sur le reste d'entre nous.
parce que Dane, c'est toujours un couche-tard. Il ne s'est pas réveillé pendant la crise de Jess ou ma conversation avec Miguel. Mais maintenant, c'est l'après-midi. Je viens de sortir et je l'ai trouvé assis à côté de Miguel sur le canapé, en train de jouer à des jeux vidéo. Seulement voilà, il ne joue pas vraiment. Ses yeux regardent fixement devant lui. Ses mains ne bougent pas. Il y a un jeu de tir à la première personne sur l'écran, et Miguel n'arrête pas de dire à Dan qu'il doit améliorer son jeu. Mais Dan ne fait littéralement rien. Il ne voit rien. Je pense qu'il est comme Lily l'était lundi dernier. Comme si le sort l'avait frappé, et maintenant il est mort. Mais personne ne peut le voir. Je ne sais pas si je dois attendre que son corps pourrisse ou si je dois l'emmener plus tôt sur les falaises. Si cela se passe de la même façon, Miguel n'arrêtera pas de prétendre que Dan va bien. Jess rentrera à la maison et croira lui aussi qu'il est toujours en vie. Même la police le croira. Pourquoi suis-je celui que la malédiction n'a pas touché? Pourquoi suis-je le seul à pouvoir voir que mes colocataires meurent à tour de rôle? J'ai payé 50 € pour me venger. Maintenant, la machine infernale est en marche. Tout a commencé par une publicité. Prenez votre revanche sur n'importe qui pour seulement 50 € plus taxes. Résultat garanti. L'image au-dessus de la publicité était bizarre. Une photo granuleuse, en basse résolution, d'un gâteau, de travers et à moitié givré, posé au milieu d'une pièce faiblement éclairée. Il n'y avait ni bougie, ni décoration, mais un seul petit couteau planté au centre, comme si quelqu'un avait essayé de couper une tranche, mais avait abandonné à mi-chemin. En dessous, en caractères rouge gras, on pouvait lire « Commencez votre programme de 7 jours dès aujourd'hui ». J'ai rigolé, puis j'ai cliqué. J'ai parcouru les petits caractères. Il est question de conséquences croissantes et d'une série de farces sur 7 jours pour la victime désignée. Une ligne en particulier a attiré mon attention. Finalité du contrat. Le destinataire doit être personnellement connu de l'expéditeur. Cela inclut les connaissances en personne, les communications directes en ligne ou les personnes dont l'expéditeur a lu ou entendu les dire. Quelle formulation bizarre. Mais je n'y ai guère prêté attention. Lorsque j'ai atteint la section où je devais taper un nom, j'ai hésité. Je me sentais puéril, mais Megan était le choix le plus évident. C'est ma meilleure amie depuis le lycée. Enfin, façon de parler. Elle avait passé des années à s'assurer que je me sente toujours inférieur. Chaque insulte déguisée en blague. Tous les roulements de paupières quand je parlais. Chaque fois qu'elle avait oublié de m'inviter quelque part pour me dire plus tard « Oh, j'ai supposé que tu ne voudrais pas venir ». Elle savait que j'étais éperdument amoureux d'elle. Elle en usait et me faisait souffrir. Pourtant, le fait de taper son nom m'a semblé définitif. Comme si je savais qu'une fois que j'aurais fait tout ça, je ne pourrais plus revenir en arrière. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Rien ne s'est passé. Pas d'email de confirmation. Pas de pop-up. Juste le silence. J'ai roulé des yeux et je suis allé me coucher, convaincu que je venais de gaspiller mon argent. Putain, 50 € hors taxe. Le lendemain, Megan est tombée dans les escaliers entre 2 cours. Elle s'est cassé le poignet et s'est foulé la cheville. Je l'ai entendu dire à notre groupe d'amis qu'elle avait juré que quelqu'un l'avait poussée, mais il n'y avait personne. Au début, j'en ai ri. Megan était toujours dramatique. Mais plus tard, seul dans mon dortoir, un étrange malaise s'est installé. C'est moi qui ai fait ça, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, me disais-je, mais j'avais l'impression que cela avait marché. Enfin, je me disais que c'était peut-être juste une coïncidence. Je me demandais ce qui se passait. Le lendemain, la voiture de Megan a fait une embardée. Elle a dit que les freins ne fonctionnaient pas. Le mécanicien n'a rien trouvé d'anormal.
Heureusement, elle n'a pas été gravement blessée, mais elle a été très secouée. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation de lourdeur qui m'envahissait. C'était exactement ce que l'annonce promettait. Le 3e jour, Megan s'est présentée en classe avec des manches longues. Au milieu d'un cours, elle les a relevées distraitement et je l'ai vue. Des égratignures profondes et déchiquetées recouvraient ses bras. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder, comme si quelque chose l'avait griffée dans son sommeil. Elle m'a surpris en train de regarder. « Je ne sais pas ce qui se passe, » m'a-t-elle marmonné. « Je crois que je suis en train de perdre la tête, » a-t-elle ajouté. Sa voix était différente, effacée, effrayée. Je voulais lui dire que j'étais désolé, mais je ne savais pas à qui je devais m'excuser, à elle ou à moi-même. Le 4e jour arrive. Je suis passé devant son dortoir et la porte était ouverte. Les gens étaient rassemblés autour d'elle et chuchotaient. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Menteur, voleur. Les mots étaient peints à la bombe sur les murs, en ligne irrégulière. Sa colocataire a juré que Megan n'avait pas quitté son lit de toute la nuit. La porte avait été fermée de l'intérieur. 5e jour, c'était pendant les cours. Megan a toussé, puis elle s'est étouffée, puis a vomi. Est-ce qu'elle a vomi? Des dents. Mais pas les siennes. Sa bouche était encore pleine. Les dents qu'elle a vomies étaient jaunes, cassées, en miettes. Comme si elle les avait arrachées à des dizaines de personnes différentes. Elle a hurlé et j'ai failli le faire aussi. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, fixant mon ordinateur portable, tremblant. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire? Le 6e jour, Morgane n'est pas venue en classe. Quand j'ai fini par la voir, elle était recroquevillée dans la salle commune, se balançant d'avant en arrière, les yeux rivés sur des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Ses cheveux étaient devenus blancs par plaques. Elle sentait la pourriture. Elle ne parlait pas. Je ne pense pas qu'elle puisse encore le faire. 7e jour, ils l'ont trouvée dans les douches du dortoir, recroquevillée dans un coin, la bouche ouverte, dans un cri silencieux. Personne ne pouvait expliquer comment l'eau avait été assez chaude pour faire bouillir la peau et les os. Je ne pouvais plus respirer, tout était de ma faute. J'ai vérifié mon relevé bancaire, l'estomac noué. Le prélèvement sur le site internet était toujours en attente, mais il était désormais accompagné d'une note. Paiement en cours. Veuillez désigner le prochain bénéficiaire. J'ai cliqué sur la transaction. Une page web s'est affichée. Oh non, putain. Vous devez désigner quelqu'un. Le signe de 7 jours recommencera. Si aucun nom n'est soumis, le cycle reviendra à l'expéditeur initial. J'ai eu froid dans le dos. Non, 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 non. J'ai fermé mon ordinateur portable, mon cœur cognant contre mes côtes. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec une égratignure sur l'estomac. Pas seulement une égratignure, des lettres. T, I, C, T, A, C. Tic-tac. C'est ce qui m'arrivait. J'ai paniqué. Je devais choisir quelqu'un. Je n'étais pas prêt à mourir. Megan n'était pas la seule à avoir fait de ma vie un enfer. Et Olivia alors? Elle riait aux blagues de Megan. Elle en faisait beaucoup elle-même aussi. J'ai tapé le nom d'Olivia. Et le cycle recommence. J'ai regardé avec horreur Olivia souffrir. Ça a commencé doucement, comme pour Megan. Une mauvaise chute, des égratignures bizarres. Puis cela s'est aggravé. Au 5e jour, elle s'arrachait de longues mèches de cheveux noirs de la gorge en sanglotant. Au 7e jour, elle avait tout simplement disparu. Mais le cycle ne s'est pas arrêté. Un autre prélèvement est apparu sur mon compte, une autre demande. Prochain destinataire requis. Je n'avais plus de filles méchantes dans mon entourage. J'ai alors nommé un professeur qui m'a humilié devant toute la classe, puis une serveuse de bar qui m'a regardé d'un air narquois
lorsque j'ai raté ma commande, puis quelqu'un que je ne connaissais pas trop dans mon lycée. À chaque fois, le cycle recommençait. À chaque fois, je devais regarder quelqu'un d'autre se défaire. Des dents qui tombent, les doigts qui se plient en arrière, des odeurs de pourriture qui s'accrochaient à eux-mêmes après qu'ils aient frotté leur peau à vif. Chaque mort me paraissait plus lourde, chaque choix semblait pire. Et puis, je n'ai plus de nom. J'ai fixé la boîte vide sur le site web, mes mains tremblaient. Je savais ce qui se passerait si je ne soumettais pas de nom. Le cycle reviendrait à moi. J'ai essayé d'inscrire des noms de célébrités, des inconnus, des politiciens, mais le système les a tous rejetés. Rappelez-vous la finalité du contrat. Le destinataire doit être personnellement connu de l'expéditeur. Cela inclut les connaissances en personne, les communications directes en ligne ou les personnes dont l'expéditeur a lu ou entendu les dire. J'ai eu le souffle coupé. Il ne restait plus personne. Et maintenant, c'est le 6e jour. Je me réveille couvert d'égratignures, mon reflet murmurant des choses que je ne comprends pas. Je sens que quelque chose m'observe depuis le coin de chaque pièce. Le parquet craque quand il n'y a personne. Je sais ce qui m'attend demain. Il ne me reste qu'1 jour. Et je n'ai personne d'autre à choisir que vous qui écoutez ma narration.